Salut à tous, comment ça va? Hey. Salut. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, et c'est un numéro hors série, figurez-vous. Dans lequel on va parler donc de Angel, la série. Mais plutôt Angel. pourquoi Angel c'est génial. Pourquoi Angel c'est génial. Donc je suis Sartman, je suis officiellement le plus grand fan de Buffy de Sartre. Et le moins grand fan de Angel. Alors et c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que je suis en train de re-regarder Angel. Enfin tu grandis, tu mûris. Et ouais, je suis en train de me dire, ah finalement c'est pas mal, il y a des trucs intéressants. Donc on va parler de beaucoup de Angel ce soir, même pratiquement que de ça. Ça tombe bien, vu que c'est un hors-série. Je suis donc accompagné de Riley donc qui sera éternellement le mec qui est passé après Angel, le deuxième. Ça fait mal, ça fait mal. Ouais, j'ai rien à dire. Mais oui, très bonne vanne. Buffy te le faisait remarquer régulièrement, non? Angel faisait pas comme ça. Angel, Il est avec moi aussi Clément. Comment ça va Clément? Bonsoir, ça va impeccable. Clément c'est le démon le plus classe du Whedonverse. Il aurait même dû devenir récurrent d'Angel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas... Mais je pense qu'il aurait dû avoir son spin-off même carrément. Clément, le spin-off. Ça se passe dans quelle ville du coup? Ça se passe à Tijuana. Ça commence à Tijuana, c'est sûr. Ah oui, puis après ça part dans le... Regarde le bateau là, qui arrive en Égypte. Alors, mais non mais là les gens ne voient pas. Faut pas commenter ce qu'on est en train de regarder, parce qu'on regarde quelque chose qui n'a rien à voir. Et enfin, nous avons un spécialiste mondial d'Angel ce soir. Le seul podcasteur fan de Angel. J'avais prévu de pas le dire. Mais nous avons Stavro avec nous, comment ça va? Bonsoir, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais enfin je me présente. Salut. Salut les petits loups. Salut. Donc Stavro, toi t'es un spécialiste du podcast aussi? Tu fais quoi? Alors spécialiste du podcast, non. On peut le dire, non. Et Angel, oui, je suis pas spécialiste, mais je suis un des rares fans. Voilà, trop fan. Jusqu'au bout. Et même je mets un vrai fan, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment un fan jusqu'à un point peut-être surréaliste. Et donc tu fais des podcasts dans la vie, on peut t'écouter. Alors oui, je fais des podcasts, je suis présentateur de la fucking kermesse avec mes camarades Steven, Zassa et plein d'autres qu'on invite, Alexis, tout ça. Excellent titre. La fucking kermesse, excellent nom. Et ça on a mis beaucoup de temps à le trouver. Oui, sur Twitter, sur iTunes, c'est la F kermesse parce que le fucking n'est jamais passé avec Apple. On a essayé pour ça. On a essayé. Il paraît. Et après, j'interviens dans Universe plus modestement, mais je suis là, un chroniqueur régulier. C'est donc un podcast un peu comme le vôtre, mais sur Doctor Who. Excellent. Et là, vous faites le marathon saison 9. À chaque semaine, son épisode de Doctor Who et donc son podcast de Universe. Podcast par semaine. Ouais, c'est fatigant. Bah ouais. Mais j'ai gagné un Burger King dans l'affaire, donc j'ai fait un pari sur la fin de la saison, j'ai eu raison, j'ai mangé gratuitement. Bien joué. Classe. Alors moi je vous rappelle le principe du podcast. On va mettre dans des micros, voilà. Les gens nous entendent sur internet. C'est complètement dingue. Attention, on est en 2015 quoi. Non alors, nous, parce que le principe de notre podcast en fait, on va mettre l'épisode en lecture et on va le commenter scène par scène, plan par plan même carrément. On va vous donner des explications, des critiques, des infos, des anecdotes sur Angel à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. On t'a fait une surprise, c'est lui qui l'a dit. Waouh, pas prévenu. C'est une surprise de merde. Mais c'est Noël. C'est la fête, c'est Noël. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict, Mixcloud, tout ça. Et plein d'autres sites incroyables. Et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle notre site, c'est pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et pour nous envoyer des petits mails, c'est pourquoibuffyc'estgénial @gmail.com. @gmail, très important pour faire des Google Docs, tout ça. On fait pas encore. Stavro nous donne un conseil. Et maintenant, vous pouvez même nous retrouver sur des sites de fous que sont Slayer Revival et Buffy Angel Show. Des sites indispensables pour tous les fans de Buffy et donc forcément de Angel. C'est un site sur le trash metal ou pas du tout? Exactement. Ils en parlent sûrement. Le sommaire, de quoi allons-nous parler, Riley? Fais-nous le sommaire. Alors on va faire une petite présentation de Angel quand même, parce que c'est spécial. Comment ça, c'est spécial? Non, pardon, c'est un épisode spécial du podcast, donc on va faire une petite présentation de Angel. Ensuite, on va regarder et commenter l'épisode The Prodigal. Comment vous le prononcer? Prodigal. C'est l'épisode 15 de la première saison. Ensuite, rubrique de l'invité avec Stavro qui va nous parler de sa passion pour Angel. Et Agent of Shield. Tous les trucs bien, quoi. Malheureusement. Après un petit système Angel, tu vas aimer ça. Spécial. On va vous conseiller des œuvres en rapport avec Angel, c'est ça l'idée? Surtout une qu'on est en train de regarder en ce moment là avec des requins. Ça fait seulement 3 fois en plus, c'est super. Je vous en supplie, arrêtez ça. Mais on ne s'en lasse pas. Moi je m'en lasse pas personnellement. Mais c'est un film qu'on redécouvre à chaque visionnage. C'est ça. Il y a une seconde lecture. T'as vu? Donc on vous expliquera quel film c'est en fin d'émission. Teaser.
Et ensuite, non, c'est tout de suite en fait, on fait des gros bisous comme d'habitude. Tout de suite les gros bisous. La rubrique des gros Est-ce bisous. que ça serait pas le moment de lancer le jingle gros bisous? Un nouvel up. Alors attention, c'est parti. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a yeah. She bathes you. Nothing can defeat the penis. Alors moi je commence les gros bisous parce que je fais un gros bisou à un enfant donc c'est prioritaire. Prendre un enfant par par la la main. Il y a des gens qui aiment pas trop Et ça. l'emmener vers le bain. C'est interdit dans certains pays de faire des gros bisous à des enfants. Je fais un gros bisou au petit Liam qui habite à Rennes. Hey, salut Liam, pardon. Liam, non c'est Liam tout court. Liam. Tetsuo qui habite à Rennes et qui a le même prénom que Angel qu'on découvre dans cet épisode. Et ça c'est un peu la classe. Il est promis à de grandes choses. Exactement. Donc gros bisous. Clément, tu avais un gros bisou je crois. Je sais même plus. Si, pardon. Oui, tout à fait. Il le non, savait, mais hein, vous avez menti. tout à l'heure, on fait un gros bisou à Laura comme d'habitude. Non, là, je fais un gros bisou à Hello Sterve. On avait parlé à. Il a changé de meuf. Ça, c'est malin. Ça sera cool pour montage je crois. Heureusement qu'on est pas en direct. C'est ça que c'est bien ça. Bref, allez, on avait déjà fait un gros bisou à Hello Sterve dans un podcast précédent, mais je voulais bien rappeler aux gens d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est très drôle. Parce qu'elle fait quoi C'est quoi? Elle est dessinatrice, elle fait de la BD, elle dessine en flux glacial en ce moment, elle fait des petites pastilles, si j'ai bien compris son actualité. Des pages complètes. D'accord, ok. Et ce qu'elle fait est très marrant, donc voilà, on va mettre un petit lien. C'est une rubrique pour pécho ici ou pas? Enfin, est-ce qu'on doit faire des gros bisous à des gens qu'on aimerait pécho dans le futur? Vas-y, ouais, c'est ce que tu veux. Oh là là. Est-ce que tu as dit ça si t'es un homme, hein? Bah oui, je ne te connais pas encore pour faire des Oh là là. comme ça, donc oui. C'est vrai. J'aurais pu. C'est vrai. Eh bien non, pas du tout. Non, c'est un gros big up à cette fille qui fait des trucs plutôt cool. Moi je voulais faire un gros bisou à tous les fans de Angel qui nous réclamaient ce podcast, ce numéro spécial depuis très très longtemps. Donc gros bisous, merci à vous et on va essayer d'être à la hauteur, hein, c'est pas gagné, mais on va essayer de donner. Peut-être qu'on fera plusieurs podcasts hors série. De donner le maximum, oui, parce que voilà. Et moi je me suis rendu compte de ça en préparant cette émission. Il y a énormément de choses à dire sur Angel, donc pas à l'abri d'en avoir un deuxième. Voilà. Bah déjà faisons celui-là. Stavro, t'avais un gros bisou toi à faire? Alors, on m'a dit est-ce que t'as un gros bisou? Je dis bon, je trouverai bien sur le moment. On est sur le moment. Et t'as pas je vais pas vraiment trouver. Alors, un gros bisou déjà à ma mère, sans qui je ne serais rien. À Astronacha, une illustratrice super cool qui vous devriez aller voir. Tu veux pécho alors, c'est ça? Toi aussi tu veux pécho des illustratrices. En fait, c'est ma meuf. Enceinte. Mais faut qu'on le dise Ah oui, pas. merde. On le dit pas. Donc c'est gagné. Cool. Est-ce que je mettrais... Ah non, présentation de la série, Riley, on fait une présentation de la série? Y'a pas de jingle pour ça? Bah non. Ok. Tu te veux un jingle? Ah, je peux te mettre un jingle. Attends. Les répliques de Angel, hein. Alors je peux te mettre un jingle, attention, c'est parti. Je fais pas de bruit sans jingle. Oh, Bobby. Yes, Angel? I love you so much I almost forgot to brood. And just because I sent you to hell that one time doesn't mean that we can't just be friends. Or possibly more. Gasp! No, we mustn't. Kiss me. Bite me. How about you both bite me? You're back! Clément, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce C'est Clément hors-série? qui Non, en parle. lui c'est Riley en fait. Sinon, c'est moi le Tu chef. te calmes. T'avais préparé, tu te calmes. Tu te calmes. Riley, de Alors, quoi allons-nous parler aujourd'hui dans On ce parle de hors-série? Angel, il me semble. Angel, c'est donc une série créée Angel. par Joss Whedon et David Greenwald, vous le savez. C'est qui Il y a Joss? Jamel Debbouze, je crois, dedans, non? C'est avec Jamel Debbouze. Et qui a été diffusé. C'est un film de Luc Besson, c'est pas ça? C'est ça. Ça y est. Ça y est. Non, allez, on laisse finir. Bah, il fallait qu'on en parle. Angela. Il fallait qu'on en parle. C'est Angela en plus. Il fallait en parler. Bref. Qu'est-ce que je disais? Créé par Joss Whedon, David Greenwald et Luc Besson du coup. Diffusé à partir du 5 octobre 99 et jusqu'au 19 mai 2004 sur WB. Et ça a été diffusé en France sur TF1, figurez-vous, à partir de 2001, très mal TF1, diffusé. extrêmement mal on en a diffusé. parlé tout à l'heure, c'est du sabotage, hein, clairement. Ils ont saboté M6. Oui, parce que donc, je sais pas si tu l'as dit, mais chier dans la colle. aux États-Unis, c'était diffusé très très intelligemment sur la même chaîne que Buffy. L'un après l'autre. À la suite, l'un après l'autre, c'était une bonne idée. Ça, on a dû perdre Donc, des gens, forcément. Donc c'est le spin-off de Buffy officiel et donc il y a des crossovers comme tu disais très très cool. C'est un peu Buffy Atlantis. C'est ça. J'irai pas jusque là mais Fier de Buffy. S'il y a des fans de Stargate qui nous écoutent, hein,
Le casting, alors David L'accent du Nord qui ressort. Oh, c'est oui là. Du Nord de la Bretagne, bah oui, ça Brieux. Bretagne Nord. David Boreanaz, un comédien assez limité, hein, selon moi. Mais qui va, au fur et à mesure de sa série, se révéler des choses. Là, il a des choses à jouer. Voilà. Contrairement à Buffy où il faisait un peu juste le petit copain mystérieux. On peut dire en tout cas qu'il est meilleur dans Angel que dans Buffy. Carrément. Voilà, ça c'est sûr. On retrouve aussi Charisma Carpenter, un Cordelia. Il porte pourtant très mal son nom. Oh. C'est un peu de charisme quand même. Du gros charisme. Alexis Denisov aussi, qui est saison 3 de Buffy. Hein. Wesley, vous connaissez? Wesley, donc monsieur Allison Hannigan, hein, pour les petits potins, hein, ceux qui sont pas au courant. Bah oui, ils sont mariés. Il a tout réussi dans la vie. Il a tout réussi. Il est fort. Il est très fort. G. August Richards qui joue Gunn, hein, qu'on ne verra pas ce soir malheureusement. Non. Il y a aussi Amy Hacker, donc qu'on connaît bien, qui joue Fred, qu'on ne verra pas ce soir, mais qui est un perso. Elle par contre, c'est vachement. Elle arrive. Putain, mais ouais, Amy Hacker, elle change un peu la série. Elle joue vachement bien déjà. On parle même de James Marsters, hein, qui arrive en saison 5, qu'on ne verra pas ce soir. Buffy is awesome. James Marsters dans Spike d'Angel, c'est génial. C'est non. Et aussi Glenn Quinn, qu'on ne verra pas ce soir. Il est déjà mort. Malheureusement, à l'épisode 15, il est déjà mort. C'est Doyle, un mi-humain, mi-démon, qui était un bon perso, mais. Il était vachement cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, Riley, sur cette série Angel? C'est aussi un podcast dans lequel on mange, et ça c'est important de le préciser. Podcast du terroir. Et voilà. Riley, ce soir, un petit peu de. Ah non, pardon. Je fais très bien. J'ai mis très bien Maïté, merci. Alors, le pitch de la série, parlons-en. De quoi ça parle, Angel? un petit peu. Angel, donc le vampire qui a une âme, part après la saison 3 de Buffy à Los Angeles. Où il monte. C'est malin ça, Angel, Los Angeles, c'est bien vu. Il monte. Ils sont allés le chercher loin, c'est vrai. C'est important, parce que le titre du premier épisode, c'est City of. Alors voilà, vous vous moquez du jeu de mots, voilà, les anges, les mecs qui s'appellent Ange, il va à Los Angeles, les anges en espagnol bien sûr. Mais au-delà du jeu de mots, c'est quelque chose qui est très important parce que la ville Los Angeles va avoir un rôle très important dans la série, va presque même être un personnage à part entière de la série. Je suis très d'accord, et c'est beaucoup mieux Los Angeles que Sunnydale, je trouve, niveau ambiance ou choses à raconter. Voilà. Attends, Sunnydale, c'est bien. C'est autre chose, Sunnydale, c'est la petite ville où les gens voilà. Los Angeles, c'est vraiment la ville dangereuse où les gens se perdent dans l'alcool, dans le sexe, dans la misère. Los Angeles, LA, dans LA, il y a Hell, tu vois, c'est l'enfer. Wow. C'est un peu ça, donc c'est aussi un des thèmes de la série. Los Angeles, City of, comme le titre du premier épisode. Est-ce que c'est la ville des anges finalement, ou la ville des démons, la ville du mal, de Hell, comme tu le dis. C'est un thème très important dans la série, effectivement. Donc Angel monte une agence de détectives dans cette ville horrible. Là par contre le nom fait bien tiep, le nom de l'agence. Angel Investigation. Bon. C'est sale. Chez Angel. Donc on dirait un nom de pizzeria. Chez Angel. La casa de moitié prix. La casa de Angel. Il monte une agence de détectives pour aider les gens dans le besoin, bien sûr. Et donc il affronte les forces démoniaques incarnées en particulier par le cabinet d'avocats Wolfram et Hart, hein, qui va revenir tout le temps dans la série. Dont on parlera pas énormément dans cet épisode, mais qui est en fait le gros méchant de toute la série. Une sorte de big bad général sur l'ensemble de la série. Moi ça change pas à chaque saison, quoi. Voilà. Salut Buffy. Les thèmes d'Angel, quels sont-ils, Riley? Alors c'est un peu, ça prend en quelque sorte la suite de Buffy, hein. Cette fois Angel ça parle du fait d'être un adulte, alors que dans Buffy c'est plutôt le passage vers l'âge adulte. Et ça parle aussi d'avoir des responsabilités, comme avoir un travail, gagner de l'argent, avoir un enfant, avec l'histoire avec Connor, hein, donc. Et puis même ce soir on va en parler de la filiation. Avoir des employés aussi, des gens qui comptent. Avoir des employés, non, voilà, ça parle de trucs un peu plus des responsabilités. C'est très adulte. Bah Buffy c'est une série sur le devenir, tu vois. Et Angel c'est une série sur l'existence et comment tu existes sans trop te mettre en danger ou changer retourner ta veste. Oui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Angel il est beaucoup plus développé, forcément vu que c'est sa série, et donc il a plein de trucs à jouer. C'est pas juste le petit copain de Buffy, donc c'est très très cool. Il a aussi un entourage très très important comme dans Buffy, avec des persos forts, donc il y a Wesley, Cordelia, tous les Fred, persos Lorne. Tous les persos surtout ils évoluent vachement entre exactement, du début à la fin de la série. C'est génial, c'est plus du tout les mêmes quoi.
Et là où il y a ça aussi qui est très cool, c'est là où Buffy détourne les codes du teen drama hein, Ouais, important ça, ouais. Angel, lui, la série détourne les codes du polar, quoi, de la série policière détective. À travers le fantastique. À travers le fantastique, exactement. Comme dans Buffy. Donc alors oui, donc énormément de thèmes et de choses à dire à travers cette série, presque aussi riche, que Buffy. Il y a moins de saisons. Beaucoup plus riche que Buffy. Mais donc, alors n'attendez pas ici qu'en 1 heure et demie, on va pas balayer tout Angel, hein, bien sûr. Le but de ce podcast, c'est avant tout de présenter la série pour ceux qui éventuellement hésiteraient à la regarder. Vu le spoil qu'on va faire, je sais pas si vraiment on va la regarder avant. Voilà, mais c'est aussi de donner des pistes de réflexion à ceux qui la connaîtraient. Et éventuellement, et ça c'est notre sacerdoce, hein, comme dirait Clément, d'apprendre des choses aux fans, aux gros fans de Angel. On va essayer de leur apprendre des choses. Il veut éteindre Mega Shark. Des choses qui leur... Mega Shark... Attends, juste dire aux auditeurs, versus on Mega est déconcentré par un truc qui nous file, qui passe en boucle en plus. Mais c'est un très bon film, je vois pas ce qui te dérange dans ce film. Moi il y a Christopher Judge, donc je suis fasciné. Ouais, oui, non mais les gars, c'est pour ça. Que vous savez pas reconnaître le... Pourquoi qu'il a bu dans ce film? Je pensais là, c'est pas que dans le film qu'il boit. c'est des années d'expérience là. 10 saisons qui s'arrêtent d'un coup. Des conventions et tout, c'est chaud. Alors moi je vous propose de passer tout de suite à la présentation de l'épisode du jour avec un petit jingle. Hey guys! Security system, remember? What's the point of having it if you never turn it on? I could have been anyone or anything. Move your entrails. So you're back. Very good, Mr. I can't tail the suspect during the day because I'll burst into flames, private eye. What'd you find out? First off, I hate following detail. The voyeuristic aspect is rather unseemly. Can I mention traffic and parking or the complete lack of it? Not like in the movies, is it? No, but fortunately I am. Pour parler d'Angel, on a choisi l'épisode 15 de la saison 1. Ah, Le Prodigal. Le Prodigal. Ou 1753 en français. Ah bah oui, c'est une traduction mot pour mot. D'accord. Ça veut dire ils sont forts. Traduction du titre, hein, Sartman, du coup, n'est pas. Bah, Prodigal, ça veut dire le prodigue. Prodigue, hein, on est d'accord. Ah, il regarde le film. Ah oui, Clément est encore sur Mega Shark, apparemment. Donc c'est l'enfant prodigue, c'est ça? Le fils prodigue, voilà. Donc qui fait référence à l'expression, la légende un peu biblique, il y a ça dans la Bible. Une parabole. Ouais, d'un mec qui est parti, déjà c'est un père qui avait 2 fils, et l'un des deux se barre. Et on dirait que je roule le but d'une blague. C'est un père, il a 2 fils. Bah la Bible c'est une grosse blague, on est d'accord. Oh là 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 là. Oh là là, mal. Et donc il y en a un d'eux qui se casse, qui va découvrir le monde, qui dépense tout son argent, qui finit, ça se passe mal pour lui, tout ça. Et il finit par revenir auprès de son père aimant, et il se rend compte que finalement c'est bien d'être avec son papa, tout ça, et c'est bien de revenir parmi les siens, parce qu'il s'était perdu. C'est un peu aussi le mythe de la brebis égarée. Ça va. On dirait le programme de Maréchal Pétain quand c'est la même. Un retour à la campagne. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Et donc c'est ça, le mythe du fils prodigue, c'est un peu ça. Revenir parmi les siens et se rendre compte que finalement c'est bien. Et donc l'épisode va poser la question de la famille. Quelle est la famille d'Angel? Est-ce que la famille d'Angel c'est les vampires et Darla qui l'ont engendré, qui ont fait de lui un vampire, son connard de père qui le bat? Ou est-ce que c'est son père, voilà, il le bat pas? Il le bat pas. C'est un père aimant. Il fait plutôt pas mal battre. Hein, il se fait tabasser. Pas trop. Oh, il se met un petit taquet. Mais les gars, on est au 18e siècle, hein. Ça se passe comme ça, hein. Bon, Riley lui préfère faire des bisous aux enfants, donc ça le choque un peu, quoi. Où est-ce que sa famille, c'est aussi peut-être sa nouvelle famille qui s'est construite? C'est Cordelia, Wesley et son ami Kate. Ouais, mais là tu parles de 3 trucs différents. Tu parles de Liam, Angelus et Angel. C'est ça. Et voilà. Et donc ces 3 personnes-là, est-ce que ce sont les mêmes déjà? Est-ce qu'elles ont la même famille? Donc qui est le fils prodigue au milieu de ça? C'est un peu la question que va poser cet épisode. C'est un peu comme le jeu de plateau qui est qui. Un petit peu. Ça, c'est pas un jeu de plateau. Mais si, où tu dois retourner des tuiles. Ah ouais, c'est qui est. Non, c'est qui est, tout à fait. Avec Nardi et Pépita. Ah oui, il pas les métiers des gens. C'était un peu ça, c'était un jeu télé, moi je croyais. Oui. C'était un qui est. C'était un qui est à la télé en fait. Oui, je m'en souviens. C'était génial. Pépita. Bref, Pépita elle est pas aussi dans Pyramide? Mais si, elle était d'abord. C'est un spin-off en fait. C'est un spin-off, mais on retombe sur nos pattes. Donc c'est un épisode écrit par Tim Minear ou Menhir. Hein. Ce soir c'est la grosse marade. Tim Minear, c'est donc l'un des scénaristes principaux de la série Angel. Jusqu'à la saison 4, il a écrit plus de 19 épisodes, hein, donc facile.
Un gros bosseur. Et il a aussi bossé sur Dollhouse Firefly, donc des séries de Whedon, et même sur American Horror Story. Très bonne série. Série de merde. C'est faux. Et voilà, et c'est reparti. Série compliquée. Série compliquée, voilà. Compliqué. Surtout au niveau du montage, par exemple, c'est très compliqué. Série qui en 4 épisodes place Anne Frank, Hitler et les aliens. On a les doigts du méga shark. Et les exorcistes. Bon. Par qui a été réalisé cet épisode, Riley? Réalisé par Bruce Seth Green, un ancien de Buffy on en a déjà parlé dans un épisode, il me semble. On en parle à chaque fois de Bruce. Qui a arrêté sa carrière en 2001 avec un épisode de Roswell. La grande série. Moi, sa carrière s'est écrasée à Roswell, c'est assez amusant. Nouveau-Mexique. Mais il a plus de 40 ans de carrière, il a tout fait. Notamment, Clément avait repéré un épisode de MacGyver. Je voulais que ce soit. Non, je voulais que ce soit noté. Lequel il a fait? L'épisode avec les fourmis ou pas? Alors, non, j'ai pas poussé la recherche. Juste que ça, je sais qu'il a bossé sur un épisode de MacGyver. Je voulais passer MacGyver. Si c'est pas l'épisode des fourmis, ça sert à rien. Alors, bientôt on va avoir série sur MacGyver, vous l'aurez compris. Voilà. Oh, tais-toi, mais l'épisode des fourmis. On a teasé. Oh putain, mais donc, c'est un épisode. Je le prépare demain, je peux pas savoir. Cet épisode a été diffusé pour la première fois le 2 février 2000 sur WB. Voilà. Donc, est-ce qu'on a un petit pitch? Qui a préparé un petit pitch de l'épisode? Qui a préparé un pitch? Bah, Riley, normalement, il a un pitch. Riley, moi, c'est j'ai toi pas préparé le pitch. Non, j'ai préparé le reste. Clément, le pitch? Bah, je sais pas, non, j'ai pas de pitch là. T'as pas un pitch dans la poche? Bah, toujours pas, non. On va pas demander à Stavro, parce que c'est évident que Stavro n'a pas fait de pitch. Voilà. Attendez, mais je vais en faire un comme ça, un pitch. Donc, non, mais je me dévoue, je fais un pitch, pas de problème. Un pitch. T'as un pitch? Oui, bien sûr. Bon, bah, si alors, j'ai préparé un petit pitch. En fait, il voulait grave le faire. Oui, regardez, totalement il jubile. Et bah ouais. Angel, donc pour ceux qui sont pas au courant, Angel qui est une agence de détectives privés avec Wesley et Cordelia. Donc il aide les désespérés, help the A-Place, hein, comme c'est leur slogan en fait, aider les désespérés en gros, c'est ça. Angel Investigation. Et souvent ils combattent donc des démons hein, pour aider les gens. Pour aider les humains ou d'autres démons. Hein. Et au cours de ces investigations, il va rencontrer Kate. Kate, c'est une jolie blonde qui botte des culs la nuit. Ça même à l'épisode 2, je crois, c'est elle arrive très tôt avec un épisode où il y a un parasite qui passe de corps en corps qui est très dégueulasse. En baisant, ouais. Et c'est le deuxième. Oui, dans la boîte où ça se passe dans la boîte. Touched, je crois. Et elle est en planque en fait pour retrouver ce tueur en série. C'est ça. Et elle croit que c'est Angel. Ouais. Et non, donc Kate, une blonde qui botte des culs, ça vous le rappelle rien. C'est bien évidemment une référence à Buffy. C'est un peu la Buffy du pauvre. Voilà. On se retrouve dans Mega Shark. Ils lui mettent Kate dans les pattes. Ça c'est intéressant parce que du coup, comme Buffy, il peut pas avoir de relation physique avec elle. Mais bon, ils sont amis de ça. Et surtout Kate est flic. Elle a un père qui est flic aussi. Et un père qui va s'embarquer, apparemment, elle va s'embarquer dans une histoire un peu compliquée, une histoire mafieuse de drogue, on sait pas trop. Angel va mener l'enquête et va faire découvrir à Kate le monde des ténèbres, le monde de l'occulte qu'elle ne connaît pas. Elle apprend à découvrir comme depuis quelques épisodes. Elle va apprendre à découvrir ça. Elle va apprendre l'occulte avec Angel. Voilà, elle va apprendre beaucoup d'autres choses. Ce beau brun donc, qui s'appelle Angel va essayer de l'aider et va lui faire découvrir son monde. Très très long ce pitch. Est-ce que je peux lancer l'épisode 1? On va faire un jeu à boire, essayer de boire autant que Liam dans l'épisode. À chaque fois qu'il met un ion, on boit un coup. On est prêt. Riley, vous êtes prêt ou quoi? En vrai, vous êtes prêt, Riley? Je suis prêt, oui. Allez, attention. Alors, munissez-vous chez vous. Là. Chez vous. Munissez-vous de vos télécommandes, de votre souris, de votre. Plus sur la touche Telex. De n'importe quel ustensile qui vous sert à lancer un épisode de Angel. Tapez 3615 PBCG. Ça marche aussi. Attention, 3, 2, 1. Donc on est sur l'épisode, attention, Prodigal, on est d'accord. DVD 4 sur chez vous, attention. Épisode 15 le DVD 4 dans le coffre. Nettoyez-le un peu avant de le mettre, parce qu'au cas où il y a de la poussière, c'est important. Attention, 3. Si vous ne le regardez pas en DVD, c'est pas grave. Vous pouvez appuyer sur play sur votre souris. Espace. C'est possible. Attention. Sur 3, YouTube, il y aura l'épisode donc. 2, 1, taupe. C'est parti, je lance l'épisode. Ouais, j'en ai rien à foutre, je lance l'épisode. Allez, c'est parti. Et c'est parti, ça commence. Du soleil. Ah, c'est beau. Riley, raconte-nous qu'est-ce qui se passe. Alors on est en Irlande, figurez-vous, à Galway en 1753. C'était grave. Ouais, ça commence un peu comme une pub à laitière. Et c'est un flashback et on va découvrir Angel. Dans le coin là-bas. Dans le coin, dans l'ombre comme d'habitude. C'est aussi un début de porno. Il passe son temps dans l'ombre, Angel, et il demande à Anna, comme Anna, viens,
C'est complètement vrai. On a tout de suite le sentiment qu'il va la bouffer. Hein. Là, on se dit qu'à cette époque-là, il est dans l'ombre, donc on se dit c'est Angelus et que. Exactement. Donc il s'apprête à bouffer Anna. Et finalement. En fait, non. Voilà. Ça joue sur nos attentes en fait. Ça joue sur nos attentes complètement. Et puis la dernière fois qu'on avait vu Angel dans un flashback, c'était dans Becoming, dans Buffy, finale de la saison 2. Où on voyait Angel devenir un vampire. Voilà. C'était. Oh la vache, on dirait Downton Abbey, ça change tout le temps. Le père de Angel, voilà, qui a désamorcé la situation en poussant Angel dans la lumière en fait. Donc il n'est pas vampire, il est juste humain à la gueule de bois qui revient de soir. Et bim, il s'en prend une. Alors, et donc là, on est d'accord, il s'en prend une. Ouais, mais c'est l'éducation à l'ancienne ça. Voilà, 18e siècle les gars. Vous êtes vraiment des gars, vous êtes nés au 20e siècle. Hein. Franchement, sérieusement. Attends, transition à la Indiana Jones où il parle. Voilà, et sur un coup de poing, Angel se rappelle. Et donc on est dans le métro avec le. Angel, les combats bastonnent plus dans Angel que dans Buffy, je trouve déjà. Carrément, et ouais, exactement. C'est un peu plus violent dans Angel. D'ailleurs, c'est de plus en plus violent dans toutes les séries de Joss Whedon. Ouais, alors surtout deux choses. Dans Dollhouse, d'ailleurs, les bastons sont géniaux. Deux choses à noter très importantes. On a appris que Angel s'appelait Liam, ça on le savait pas. Hein. Ouais, on le savait pas dans Buffy. C'est la première fois. C'est une invention de la série. Petit fan service. Et on a appris qu'Angel, après 250 ans, n'avait toujours pas réglé son problème oedipien avec son père. C'est-à-dire que qu'en se battant avec des démons, il pense à quand il se battait avec son père. Donc voilà. Est-ce que c'est un flashback intradigétique ou extradigétique? Est-ce que Angel pense au flashback ou est-ce que c'est un flashback imposé que seuls les visiteurs? Alors là, moi je pense que on va comprendre par la suite que c'est diégétique, ouais. Ouais, parce qu'on le voit dans le bureau, il y a une transition. Donc là, on est avec Kate, qui est la blonde de Angel, hein, la première blonde. Qui est, en fait, c'est parce que c'est Buffy, une sorte de sous-Buffy. Qui est là le love terrestre de Angel au départ, mais en fait pas vraiment. Qui va découvrir avec lui, on la connaît depuis l'épisode 2 avec un démon parasite dégueulasse. Et, sur les MST, oui. Voilà, c'est ça. L'épisode MST. C'est une sorte de métaphore sur la MST. Et donc elle apprend aux côtés d'Angel de plus en plus à découvrir le monde des ténèbres. Elle vient d'ailleurs d'apprendre que Angel était un vampire. Ouais, elle a appris 2-3 épisodes avant. C'est habitué encore. Et là, elle a fait une vanne comme dans Les Experts Miami. C'est vrai que le fondu, c'est genre Horatio Kane. Quoi. Mais complètement, elle fait... Générique de Angel, parlons-en. Bah, il est nul. La musique est vachement bien. Ouais, il y a des violons, c'est un peu plus... non, en vrai, la musique est bien quand même. Ouais, la musique est cool. Ouais. C'est le cadre après sur le nom des acteurs qui est un peu particulier. Là, jusqu'ici, ça va pas mal, on est bien. Et là, voilà. Bon. Et puis la musique est un peu plus tragique. Avec le violon, c'est un peu plus... ouais, c'est tragique. Hein. Ah, c'est Angel, quoi. Comme Angel, ouais. Comme le ton de la série qui est beaucoup plus sombre. Mélancolique. Que Buffy. D'ailleurs, il y a plein de plans. Il y a plein de plans. Ouais, Charisma Carpenter. Donc il y a des plans qui sont tirés de la série Buffy. Alexis Denisov qui vient d'arriver depuis l'épisode 10. Qui était pas là au départ, il était joué. Qui remplace Doyle un peu. Qui remplace Doyle qui s'est sacrifié, qui était joué par Glenn Quinn, on l'a dit tout à l'heure. Le plan de sortie est classe du générique, j'aime bien moi. Ah, ça c'est pas mal. Bah, ça donne l'identité un peu de la série. Voilà. Quand on pense à Angel, on pense beaucoup à ce plan dans la rue sombre, le mec tout seul avec son long manteau, détective privé quoi. Détective privé, voilà. J'étais inspecteur, mais je me suis couré. Voilà, Kate, elle joue très bien, elle a du mal, avec les trucs fantastiques, elle n'est pas encore habituée. C'est pas le meilleur perso d'Angel. C'est tout l'intérêt aussi du dialogue qu'on a vu juste avant où elle parle avec l'agent de police qui lui dit ouais mais non. Police qui ferme les yeux en fait. Et en gros c'est ça. Il y a une police qui ferme les yeux, on nous l'a dit dans Buffy, on nous l'a dit dans l'épisode 2 de Buffy. Angel explique que les gens qui n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils voient, ils ne veulent pas le voir, ils ferment les yeux du coup, surtout les... C'est un thème récurrent ça dans Buffy Angel. Ouais, sur les événements que tu ne peux pas expliquer, tu fermes les yeux, tu fais comme si ça n'existait pas. L'agent de police lui ne veut pas expliquer et Kate dit carrément ah bah si, moi je vais y aller, carrément moi je vais rentrer là-dedans, je veux savoir ce qui se passe. Et ça devient dans la série, dans son commissariat, la meuf présupposée au cas chelou et du coup elle est un peu ostracisée par rapport à tous ses collègues. Exactement. Ouais, c'est un peu la Fox Mulder. Ouais. Et elle, on la voit jusqu'à la saison 2 ou 3, Kate. Hein. Saison 2, mais après, où elle finit mal un peu, elle essaie de suicider tout. Exactement, elle finit plus que mal. Ouais. Et là, Angel le dit clairement, Angel il dit people can see what they need to. Et ils veulent voir seulement ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent voir que ce qu'ils veulent, sous-entendu ils ne peuvent pas voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Et c'est exactement ça, les gens se voilent la face. Et ça dans Buffy, ouais, il y a la même réplique dont Jack se dit dans Buffy. Exactement, la même réplique, ouais. donc là, en gros, Kate va faire son apprentissage du monde des ténèbres qu'elle ne connaît pas, à la manière d'Alex et de Willow dans le premier épisode de Buffy, qui vont plonger dans cet univers et
Giles va les guider dedans. Là, c'est Angel qui va guider Kate dans cet univers des démons qu'elle ne connaît pas. Ça va faire mal, plus que dans Buffy. Ah, elle va en chier. Donc vous avez vu le petit mec au arrière-plan avec son costume chiant là. Oui, il a une veste très très verte. Donc le père de Kate qui était là par hasard, elle se pose la question, qu'est-ce que tu foutais là? Ah, j'étais là, tranquille. Tranquille, je me baladais, hétéroclite. Donc c'est un peu gros quand même, enfin, c'est comme par hasard on a vu le père de Angel, maintenant on va voir le père de Kate un peu mis là. Et c'est sur les pères. Ouais, c'est un épisode sur les... deux vont de père, j'ai envie de dire, c'est super. Favor issue, comme on dit. Ouais, les problèmes avec les pères, on l'a vu de toute façon dans l'épisode, il y a quelques épisodes où justement le père de Kate partait en retraite et il y avait un sort qui était jeté sur les policiers. On a vu que Kate avait des petits soucis avec son père de dialogue par rapport Angel avait été avec elle à la fête. C'est ça. Donc ils se connaissent déjà et on sait qu'il y a un passif et que Kate a des petits problèmes avec son père. En plus, le pire, c'est que Kate, quand elle apprend à connaître Angel, elle veut un peu le pécho au début. Mais oui, complètement, ouais. Avant de savoir que c'est un vampire. Elle doit gérer avec le fait que c'est un vampire et avec le fait qu'elle voulait le pécho et qu'elle peut plus. Donc ça fait beaucoup à gérer quand même pour une seule femme. Oui, surtout que là ils font un parallèle entre l'affaire en cours, l'affaire judiciaire sur laquelle ils travaillent et leur relation à eux en fait. Et j'aime bien le parallèle, le mélange des genres, le parallèle qui est fait entre les deux relations. Priorité direct, il y a Darla. Il y a une baston en plein flashback. Julie Benz, magnifique Julie Benz. Il y a, mais bien classe quand même là. Il a la belle vie quoi. Liam est en train de tabasser du poivron. Il se régale apparemment. Un beau cliché d'Irlandais. et l'échange entre les deux nanas donc qui parlent de Angel qui est en train de tabasser des mecs et c'est super intéressant. Elles nous disent en gros qu'Angel était quasiment déjà un vampire avant d'être transformé en vampire. Il était peut-être présupposé à devenir. Ouais. Mais ouais, elles sont en train d'expliquer qu'il adore il adore la nuit, il adore raconter des bobards aux jeunes filles pour les mettre dans son plumard, il adore toutes ces choses là qui font la personnalité d'un vampire. Et en gros, Angel était un peu déjà comme ça. Enfin, c'est un petit flashback très rapide, mais ça nous dit en gros ça. Il a des prérequis. Je sais pas comment prédispositions. Merci les gars. Pour ça. Mais priorité direct, on est dans le bureau. Là, on est dans un épisode de Buffy, non? Il y a un faux Giles qui montre des livres il y a des démons dessus. Il y a des démons dessus, c'est comme dans Buffy. Alors, un faux Giles qui s'appelle Wesley qui est un ancien observateur, donc qui est de la saison 3. Buffy déjà de toute façon. Oui, dans la saison 3, il est l'observateur de Face en fait. Wesley Whitney-Price. Il se fait virer du conseil et il devient une sorte de chasseur de démons un peu nul. Un peu nul, mais qui devient très fort au fur et à mesure de la série. Wesley, là, il fait un peu de tiep. Là, c'est vraiment là pour l'instant un sous-Giles qui sert pas à grand chose d'autre que faire avancer l'enquête. Il est pas mauvais quand même, sous-Giles. Non, il est bien. Et puis tout à l'heure, on va le voir faire une dissection, c'est très drôle. Voilà, mais il a la même fonction. Je dirais. Oui, il va évoluer très. Ils reprennent les mêmes structures en fait. Buffy, la structure Buffy, la marque Buffy a fait ses preuves. Là, c'est un spin-off, donc on reprend les mêmes formules. Le héros, donc Angel à la place de Buffy, entouré de ses amis, donc l'intello anglais, le Wesley à la place de Giles, et un personnage un peu marrant, un peu décalé, plus en rapport avec le monde humain, le monde concret, qui est incarné par Cordelia, qui pourrait être Xander dans Buffy. Exactement, on reprend la même formule en fait. Parce que là, ils lui ont donné des pouvoirs à Cordelia qui a des visions maintenant, ce qu'elle avait pas au début de la série. Doyle lui a donné. Donc ça lui donne aussi une importance un peu magique, mystique. Tout à fait. C'est le lien de Angel. Ce qui va lui causer un peu sa perte parce que Cordelia va évoluer et puis un peu disparaître. C'est un peu mal finir dans la série. Elle est très mal gérée à la fin. Donc là, priorité direct, Angel essaye de convaincre la petite Kate qui se passe des trucs démoniaques en plein jour. Tranquille, en plein soleil. Il se déplace en plein jour. Attention, on a vu un micro. Perche encore. Bon, je pense que là, il y a eu un petit souci, mais bon, on a vu un micro dans le champ, c'est pas grave. Angel raconte qu'il se passe dans le métro. Il se déplace dans le métro, c'est ça? Il se sert des égouts en fait. Les tunnels des égouts. Ah oui, c'est mieux. Et c'est très bien expliqué pendant les premiers épisodes de la série. Il est en plein soleil. Mais je me demande si ça serait pas mieux effectivement le coup du métro. Enfin moi ça m'a perturbé. Mais c'est pas grave. Il faut bien trouver une excuse pour le faire. C'est ça le problème, c'est le fait que se retrouver comme excuse. Il pourrait prendre la ligne 6 et il serait bien. Bah justement, il évite la 6, tu vois. Alors pas la 6 mais bon. Mais ça va devenir un code de la série en fait. Ils mettent en place ça. Angel se déplace dans les tunnels, même parfois on le voit dans ces fameux tunnels. On le voit faire des choses. C'est un tortue ninja. Voilà. Ils en parlaient aussi dans Buffy de cette règle, entre guillemets. Ah bah ça on le sait que les vampires peuvent pas balader le jour. D'accord, mais que Angel est un spécialiste des égouts et qu'il peut sortir parce que là il a l'air. Mais il y a même dans un épisode avant. Mais là ça marche pas, c'est pas une lumière directe du soleil. On le voit même. C'est que la lumière directe. On le voit même regarder le plan des égouts du métro, des égouts de Los Angeles avec Wesley pour dire là je peux pas y aller parce qu'il y a pas de voilà. Il y a un changement. C'est un code de la série.
Là, on est dans la partie polar, hein, donc enquête spécialité de Angel. Et donc Angel est dans sa voiture, il observe et on a raté une très très drôle vanne avec Cordelia. Non mais très drôle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Wesley dit les femmes elles ont peur du fantastique et là on voit Cordelia qui découvre un cadavre. Ça, c'est dommage. Et vous voyez, l'utilisation du portable, c'est super important, l'utilisation du portable. Ça, c'est un peu rappelé à la manière de Mulder et Scully, comme il y avait à l'époque dans les X-Files. Le portable, c'est un truc qui a été trop oublié dans Buffy, moi je pense. Et c'est vrai maintenant que tu le dis. Et oui, et pourtant c'était l'époque où le portable se démocratisait et même des scénaristes. Moi je me rappelle d'un scénariste que j'avais vu en conférence qui m'avait expliqué que le portable avait changé la manière d'écrire des scripts parce que maintenant tu peux plus avoir deux personnages qui ne connaissent pas une même info parce qu'on sait qu'ils peuvent s'appeler et tout à tout moment. Et voilà, et dans Angel par contre. Angel aurait tweeté. Ça c'est avant 24 cette série. C'est avant 24, mais et surtout Angel a très très bien utilisé le portable dès le début avec des personnages qui communiquent. Parce que ça rentre vachement dans le code du polar justement du détective. Exactement, beaucoup mieux que. Mais il est en filature et ça va revenir très souvent dans Angel. Les scènes de filature, il y en a plein. Ce qu'il n'y a pas dans Buffy finalement. Beaucoup moins. On a aussi vu qu'Angel avait une voiture décapotable, hein, bien sûr. Et oui, parce que c'est un accessoire obligatoire pour un détective privé. C'est la voiture décapotable. Bah bien sûr, un détective. Pas forcément. On prend mais ça va, tu vois, veste en cuir décapotable. Jack Nicholson dans Chinatown, il a sa voiture, et il passe son temps dans sa voiture. On est d'accord. Mais pas forcément que ce soit décapotable. Oui, il la capote parfois les gars. C'est la veste en cuir, ça par contre c'est obligé un petit peu. Non, il a un look de même un peu de super-héros. Bah d'ailleurs on le verra tout à l'heure quand il s'équipe, mais c'est première saison, c'est une sorte de Batman avec son look chevalier noir quoi. Donc là je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu la pub. Ouais. Fin du premier acte, c'est donc Clément, tu devais l'annoncer, non? Ouais, bah oui, mais vous parliez, j'allais pas vous couper la parole, voyons. Donc on a eu la fin de l'épisode 1, et forcément à la fin de l'épisode 1, il faut qu'on ait compris de quoi parle l'épisode, faut qu'on voit de quel est le méchant et tout, et on a vu. On a des soupçons sur le père de Kate. Le père de Kate récupérer un colis suspect, effectivement. Voilà. Donc Angel est très très inquiet pour Kate. Et donc conversation surréaliste entre Angel qui ne peut pas rentrer dans l'appartement du père de Kate et le père de Kate qui lui explique mon petit bonhomme, toi t'es pas papa, hein, tu vas te détendre. Moi je suis papa. Tu te calmes. Moi je sais ce qui est bien pour ma fille, donc c'est pas toi qui vas m'apprendre tout ça. Et c'est là qu'on a le thème de l'épisode, le retour du thème, la relation père-fils ou père-fille. Qu'est-ce que. Angel n'est pas beaucoup évolué de ce côté-là, il est toujours vachement. Exactement. Agressif. Mais ça, c'est ça qui est bien. Après 250 ans, Angel est toujours ce petit jeune énervé là qui. Mon père, c'est un con, je l'aime pas. Moi, je veux voir la vie, je veux faire des choses. Et tout ça change saison 3 quand Angel n'est jamais sorti. Exactement, il devient père. Et bim, il se prend la porte en pleine gueule. Bon raccord. Et donc on est reparti dans un flashback avec son père qui lui. Angel se rebelle et il se barre. Ouais. C'est pas que son père le vire, c'est Angel qui part en fait. Oui, c'est Angel qui part. Ouais, tu m'as trop fait chier. D'ailleurs, le père c'est G. Kenneth Campbell qui joue dans un film Waxwork de 1988, pardon. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Hélas, non. Et ben ne le voyez pas, hein, c'est horrible. C'est un film qui reprend les figures du fantastique avec le Marquis de Sade qui est joué donc par G. Kenneth. Marquis de Sade, c'est fantastique. Mais il y a aussi, il en fait une sorte de maître fantastique horrible. Il y a aussi des vampires évidemment, des loups-garous. Il y a John Rhys Davis en loup-garou. Très bien. Excellent. Gimli. La classe. Gimli, Sliders. Mais c'est même pas marrant en fait. Il y a juste les décors qui sont sinon c'est nul. Très bien. Mais avant toute chose, cette scène est quand même une scène miroir de la scène juste avant. Voilà, une confrontation au père. Angel est confronté au père de Kate dans la scène juste avant, au pas de la porte. Et là, pareil, il est confronté à son propre père. Faire une théorie des portes. Au moment où il veut prendre savoir. Les portes sont très importantes. C'est vrai que là, le seuil. Dans l'univers de Buffy. Et voilà, il part. Il prend la porte. Il prend la porte. C'est toujours rare de le voir en plein soleil. Il n'est tellement pas habitué que ça fait un petit choc. Et non, mais oui, c'est important. De la première saison de Angel avec Buffy où il est en plein soleil, il redevient. Il y a eu une transition humain pour une journée. Le fait de passer cette porte n'est pas anodin. Il fuit le foyer familial. Il va vers l'autre monde, le monde des vampires. Là, c'est le flashback qu'on voit dans Becoming, donc fin de Buffy. Donc là, ouais, on a Buffy saison 2 où Angel
devient vampire. Bah, on a un montage de plein de choses. Avec Darla, ouais. Effectivement, on a des plans qu'on avait vus dans Becoming, mais des plans aussi qu'on n'avait pas vus. C'est un montage pour nous montrer comment Angel a été devenu transformé en vampire. vampire. Mais sans nous montrer toute la scène, parce que la scène on l'a déjà vue dans Becoming, dans Buffy. Si tu regardes que Angel, est-ce que tu. Moi j'étais un peu perturbé, ça fait un peu effet de style, mais ça passe. Voilà, ouais, ça passe. Ça fait un peu comme un previously en fait, comme si on te montre pas tout quoi. C'est monté comme ça, ouais. Bah oui, mais vu que l'intrigue principale elle est là dans le présent, à la rigueur c'est pas très gênant. Mais en fait les flashbacks sont plus importants je trouve dans cet épisode. Mais alors non, les scènes du présent. Je regrette qu'ils soient pas plus développés, ouais. En fait c'est développé tout au long de la série. Parce que voilà, la vraie question c'est est-ce qu'il y a des gens dans la série est-ce qu'il y a des gens qui regardaient Angel qui n'avaient pas vu Buffy? C'est ça la vraie question. Angel, ça aura trop Buffy en tête. C'est ça. Voilà. T'as un exemple. Par exemple. C'est pour ça qu'on t'a invité. L'exemple. Mais ouais, sinon je vois pas, c'est vrai que. Bah oui, parce que oui, je pense que c'est comme ceux qui lisent les comics, ils sont obligés d'avoir. C'est ce qu'ils sont dit au moment de faire cet épisode. Est-ce que voilà, les gens connaissent cette scène de la transformation d'Angel? Ça fait toujours un petit clin d'œil sympathique, ceci dit. Tout à fait. Ouais. Donc là, scène de hot dog sur le port entre père et fille. C'est la plus belle scène de l'épisode. On voit une relation plus saine entre père, enfin une relation de père-fille, père-fils plus saine déjà, là, un petit peu. Bah oui, il s'intéresse à sa vie, alors Angel, blablabla. Enfin, c'est un peu, insidieux, un peu insidieux au fond. C'est plus léger. Et puis il fait une remarque marrante, il demande des infos sur Angel à Kate et il lui dit attends. C'est pas un peu de la jaquette. Il lui dit est-ce qu'il serait pas un peu de West Hollywood? Voilà, et West Hollywood. Alors j'ai mené mon enquête, hein. West Hollywood, ce serait un quartier homosexuel un petit peu de Los Angeles. Ça rappelle les moqueries de Spike sur Angel et son gel à cheveux. Donc le père de Kate est homophobe direct. Donc c'est ça, c'est une manière de lui demander si Angel n'est pas homosexuel. C'est un vieux flic quoi. C'est un vieux flic bourri, donc forcément il est homophobe, hein. C'est le package. C'est bien écrit. Ça va ensemble, hein. C'est toujours un peu comme ça. Mais pourquoi pas? Mais surtout, voilà, on vous répète. Kate vraiment impressionné son père, en chantant, elle est toute là, toute mignonne. Oui, papa, tu penses quoi de... Ouais, c'est exactement. Elle lui demande la permission à son père de sortir avec Angel, quoi. C'est un peu bizarre. C'est pas ça, c'est. Bah non, bien sûr, c'est pas ça. C'est sûr. Non, mais enfin. Non, c'est lui qui mène l'enquête un peu. Ouais, elle serait tellement contente si le père aimait bien Angel. Elle veut l'impressionner. Bah ouais. Genre, ouais, c'est un bon enquêteur, tout ça, il est très très bon dans ce qu'il fait. Ah, Wesley, dans son travail, il dit c'est une cuisse de poulet. Voilà. Donc là c'est un peu la partie comique. C'est vrai que Angel c'est pas très marrant et du coup les persos secondaires sont là un peu pour faire un contrepoids avec les. C'est un peu les experts mais version. version rigolo. Ouais, mais là comme c'est filmé, pardon, mais là enfin tu vois, c'est vrai qu'il y a un gros plan sur le truc. Enfin tu vois. Angel, bah si ça commençait un gros plan sur le truc, ça a bougé la caméra. Un gros plan. C'était déjà. Non mais la mise en scène d'Angel c'est un peu moins poussé que dans Buffy quand même. Et ça je crois que c'est vrai jusqu'au bout de la série, il y a pas de. Oui ça on peut reconnaître facilement ça. C'est fadou là quand même, tu vois. Et moins bossé la mise en scène. Pour le côté humour ou pas, il faut voir aussi un truc que Buffy était à la base une comédie qui petit à petit s'est dramatisée on peut dire. Et Angel c'est l'inverse. C'était à la base une série extrêmement sombre. Il rajoute des bouts de comédie dedans, ouais. Et voilà, et dans cette série sont incorporés parfois des petits morceaux de comédie. L'accoutrement de Wesley dans cette scène, ouais, c'est rigolo, ouais. est une touche d'humour. Et l'intervention de Cordelia plus tard va en être une autre. Angel joue beaucoup sur le décalage entre Angel qui est vachement sérieux et qui est triste et qui est de 50 ans, ouais. Et toutes les situations qui lui arrivent qui sont vachement cheloues et qui n'ont rien à voir avec lui et ce qu'il fait. Ouais. Sa froideur joue un peu comme ressort humoristique, comme Hitman dans les jeux vidéo pour ceux qui connaissent. Et mais oui, Angel est tout le temps le personnage un peu froid, renfogné, qui dit rien, qui laisse rien paraître, et au milieu de ses amis un peu foufou, un peu qui mettent Cordelia qui arrive en blonde, qui mettent les bandes de potes, voilà, qui mettent les pieds dans le plat. Forcément, il y a des ruptures, il y a de l'humour. Là, il se moque un peu des codes des séries policières avec Cordelia qui lui balance qu'il peut pas suivre les gens la journée, quoi, du coup. Ouais, c'est vrai. Pour un détective, c'est moyen. Elle a une caméra vidéo qui fait des photos donc. Non, mais j'avoue que ça revient avec le téléphone, les gars étaient high-tech dès le début quoi. Bah ouais. C'est ça les séries policières, il faut être à jour, à la pointe. Et c'était une invention du futur, c'est ce qu'on est en train de voir à l'époque. Le mec qu'on voit tout à l'heure, le livreur, a vraiment une tête de témoin dans New York Unité Spéciale, je trouve. Effectivement, j'ai regardé sa filmo tout à l'heure, il a pas fait grand chose. Il a fait que des témoins dans les séries policières. Ouais, c'était son meilleur rôle, je crois. Donc là, fin de l'acte 2. Ah oui, code des films de mafia. Là, on se demande si c'est pas Wolfram et Hart justement, ces vampires, non? Enfin, en fait, on sait pas que c'est des vampires. Ils ont des looks d'avocats, en fait. Ils ont des looks d'avocats, c'est pareil. Attends, c'est marrant parce qu'ils te font penser à des vampires quand même. Mais c'est un code pareil de la série policière, c'est des mafieux qui gèrent le business. Mais code d'Angel, beaucoup de démons sont en fait soit des avocats, soit des mafieux. Enfin, c'est jamais juste des figures comme ça de la loi. Ils sont toujours intégrés dans la société, les démons, dans les ennemis.
Oui, c'est ce Ils sont pas cachés comme dans Buffy. Exactement. Dans Buffy, les figures d'autorité, c'était souvent le maire qui les était un méchant, parents, un peu comme ou ça, le quoi. maire, ou les profs dans le lycée, c'était ça les figures. Là, c'est l'État. Et dans Angel, qui est une série beaucoup plus adulte, les figures d'autorité et qui sont souvent équivalents au mal, ça va être la police, ça va être le comment ça s'appelle, les avocats, les juristes, tout ça, ou un nazi en l'occurrence. Voire même les dieux, parfois les dieux vont être très vilains dans Angel. Il a un uniforme un peu étrange quand même. Non mais il est bizarre ce méchant. Ouais, là le démon. En plus, il a une voix de merde. Le démon qui fait du trafic de drogue, il est très très étrange. Donc fin de l'acte 2. Ouais, là, enterrement, scène assez géniale, hein, l'enterrement de Angel. On débute l'acte 3 avec l'enterrement de Liam. Donc là, c'est un long flashback. On est en 1753 donc. C'est un long flashback et c'est toute la naissance de... en anglais bien sûr. Tout à fait. Toute la naissance de Angel, fort c'est la naissance de vampire. Où Darla va venir le chercher. On voit son père d'ailleurs qui va pleurer. Je pense qu'il est pareil. Là, il est en train de... il est très triste. Il pleure, oui. Il est très triste. Et là, il encaisse très bien. Ouais, Est-ce qu'il y a une ellipse ou pas? C'est bizarre quand même. Il y a un souci de raccord. Non mais oui. Il est pas du tout. Il pense à demain. Non mais c'est clairement, il voulait un plan large. Et dans le plan large, il l'avait pas en train de faire la gueule. Donc ils ont été obligés de mettre le plan large où il pleure. Et voilà. Ça marche pas. Mais là, il fait nuit. Et là c'est parti, donc plan Evil Dead, hein, Clément, ça va te plaire? Bah non, justement, pas tellement. Parce que c'est un plan plus vieux. Je vais trouver, il y a d'abord Darla qui arrive. Ouais. C'est un plan plus vieux qu'Evil Dead, mais resté iconique, ouais. Dans tous les services. Voilà, non mais c'est ça, il est plus iconique qu'Evil Dead. Enfin, on va voir, il est pas encore. Bref, en attendant, Darla le cherche. Où es-tu, Angel? Ça rappelle quand Buffy se bat dans les cimetières, la petite fille fragile. Sauf que là, c'est moins sportif. Et donc voilà, alors ce plan, il est complètement. il est pas forcément Evil Dead, il est tout mort-vivant qui se respecte, je pense. Depuis Thriller, le clip de Michael Jackson. Bref, et il est tout, ouais, voilà. Et du coup, Angel, effectivement, né ici, maintenant, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est dommage que Darla va préciser. Non mais c'est clairement une naissance. Painful, on dirait presque Bambi, tu sais, c'est clairement la petite chose là qui sort là, qui sait à peine marcher. Et elle le regarde. Oui, je vois ce que tu veux dire. Elle le voit comme une mère, le fils prodigue, hein, prodige, on y revient. Voilà, donc il atteint son but. Donc là, il respire, hein, les vampires, on est d'accord, non, ça respire pas. Ah mais ça sert à rien, faut qu'il s'habitue, tu sais, il vient juste de mourir, il sait pas encore. Ouais, je crois que le scénariste a dit qu'il s'était planté, non? Non mais oui, on voit effectivement de la fumée, de la vapeur sortir de la bouche des comédiens. Et en fait, Angel et Spike ils fument, donc il respire. Oui, non mais faut savoir que dans l'univers Buffy, normalement, les vampires n'ont pas de souffle, donc là il y a un souci. Et Tim Minier a expliqué qu'effectivement il s'est rendu compte de ça et ils auraient bien voulu effacer numériquement ces petites vapeurs de souffle, sauf qu'ils avaient plus le budget et c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Okay. C'est pas très très grave non plus. Première victime de Angelus, hein, donc. Qui s'appelle pas encore Angelus. Donc, qui s'appelle Liam le vampire. Liam the Bloody. Là on est très inspiré Anne Rice, hein, quand même, les entretiens avec un vampire. Complètement, c'est l'influence principale pour Angel. Bien sûr. Même pour Buffy aussi de toute façon. Ah tu crois? Non, pour le perso d'Angel, pour la mythologie vampirique peut-être dans Buffy. Mais voilà, c'est à ce niveau-là. Raison de se transformer en vampire, c'est vachement. Et puis pour le côté vampire amoureux, tout ça. Voilà, le choix d'époque aussi de naissance des personnages. C'est pas anodin. Elle est fière de son fils. Et voilà. Il enlève les roulettes. Les stats, il a marqué. Ouais, bah là c'est carrément les stats. Ouais. Il a fait des émules. Les stats ou Brad Pitt un peu. Je sais plus comment il s'appelle Brad Pitt. Entretien avec vampire. Je sais plus, Gustave. Gaspard. Non mais sérieux. Gaspard le vampire. Il s'appelle pas Gustave. Il s'appelle, il y a un. Comment il s'appelle? Brad Pitt dans. Dites-le nous sur le chat, s'il vous plaît. Le chat il est inactif. Hein, Ah oui, non, pardon. Il n'y a plus internet. On voit qu'il y a plus internet. Nous avons zéro auditeur. Des prérequis et là du coup on sent que direct il a kiffé sa vie de vampire. Alors Cordelia qui branche enfin son alarme, qui en parle depuis le début. Et ça va finalement avoir un intérêt. Et parce que cette intrigue secondaire est passionnante. Donc c'est extrêmement secondaire. Cordelia dans cet épisode. Dans cet épisode, elle cherche à poser une alarme sur la porte de l'agence. Hein. Elle passe son temps à ça, à faire chier tout le monde pour ça. C'est un peu de crédibilité en fait au truc. Mais c'est un peu telle une maman protectrice, tu sais, qui voudrait protéger son foyer pour éviter que n'importe quelle personne y pénètre son monde ou emporte ses enfants. Ou elle-même. Et c'est exactement la thématique de l'épisode avec les portes. La porte que Angel prend en fuyant son foyer ou la porte que le père de Kate ne veut pas ouvrir à Angel. Et ben c'est ça. Là, Cordelia, en bonne maman du foyer, cherche à maintenir ses portes fermées. Moi, c'est dans ce moment-là que Sartman, je pense que tu vas trop loin. Mais c'est aussi intégrer la technologie parce qu'on parle des téléphones, oui, tout à l'heure, oui, bien sûr. On pourrait se dire pourquoi ils mettent pas une alarme. Là, ils montrent pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas.
En plus, ça va être une alarme à démon, un peu quoi. Une alarme se faire attaquer tout à pas l'heure. si inutile que ça, vous allez voir. Donc finalement, Kate a changé d'avis, ça va mieux. Elle est prête à faire un effort. Good. C'est moi ou il y a que moi qui fait penser à un mec de. Comment il s'appelle ? Non. Tout à fait. C'est ça, bien sûr, Clément. Oh non. T'as marqué il veut la croquer sur le conducteur, c'est normal. Oui, c'était ça en plus que je voulais dire. Mais elle a dit I want to be involved, donc c'est. Exact, voilà, c'est ça. Ah, là aussi sous-texte. Double sens. Allez, carrément, c'est clair et net. Et Angel, il y va pas, il sait qu'il va la faire souffrir sinon. Palmacho, ça y est, un des deux mecs du Palmacho. Il nous sort un référence du Palmacho. Je vois ce que tu veux. Non, tu vas beaucoup trop loin, Clément. Physiquement, je suis Ah, mais si, carrément, mais si. Palmacho, quoi. On n'a pas parlé des transitions aussi entre les séquences. Elles sont modernes. C'est moderne à l'époque. Voilà, c'est ça. Elles sont modernes de l'époque. Modernes même avant. 2000, effectivement. Mais 2000, il y avait 24. Il y a un côté ringard. Même je crois que c'était un peu ringard à l'époque. Mais c'était dans le move de faire ce genre de truc, je pense. Ah là, il y a un plan un peu sympa derrière les. Comme dire, il est dégueu. Non, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de plans cool dans Angel. Peut-être dans les saisons suivantes, Stavro, toi qui es un gros fan. Niveau plan, je fais jamais très attention parce que j'ai pas le. Il n'y a pas le dernier plan de la série qui est génial par contre. Si, où ça il fonce vers les. Évidemment. Peut-être c'est le meilleur, le dernier. Très bon, très bon. Non mais là surtout il va y avoir une attaque de Clodo et ça Clodo démon. Ça c'est plutôt pas mal. C'est marrant parce que moi sur le conducteur j'ai la tenue de Cordelia. Donc ça c'est oui, bah moi j'ai noté. On n'est pas au même endroit. On peut parler. Elle est un peu moche la tenue, voilà. On peut parler ça c'est très moderne. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, moderne. C'est très moulant surtout hein. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une habitude saison 1, le cabinet Angel Investigation va se faire attaquer tout le temps. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à exploser dans fin de la saison 1, le cabinet explose du coup ce qui pousse un changement de décor. Voilà. Et excellent choix parce qu'ils vont aller dans un hôtel, mais ça c'est vachement classe. L'hôtel est classe, ouais, même son histoire est classe d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, il y a un épisode dessus, ouais, c'est très cool. Donc là, des Clodo. Les démons sont ridicules dans ce truc-là quand même. Des démons Clodo avec des fringues dégueulasses, des bonnets troués, attaquent. Parfois, les ennemis d'Angel sont classe, mais avec peu de budget, mais parfois pas du tout comme maintenant. Non, mais ça arrive dans Buffy aussi. Après, j'aime bien leur maquillage, j'aime bien leur masque. Mais là, c'est vrai que c'est. Un petit cosplay, Clément. La prochaine fois, ouais. Carrément. Donc encore il est au téléphone en train d'annoncer que c'est comme une série policière. Angel est sorti par la porte. On est d'accord, Angel est sorti par la porte. Ouais. Et là on enchaîne sur une scène où le père de Kate ouvre la porte. Mais tu bosses chez la père toi ou qu'est-ce qui se passe? La thématique porte, on est en plein dedans, je suis désolé. On est en plein hashtag porte, bien sûr chez vous. Réécoutez le podcast Family. Le père a cloué des portes. Il cloue des fenêtres et des portes. Ben voilà, réécoutez le podcast sur Family. Donc là, Angel nous refait le coup qui est à la porte. Mais il a la porte de l'ombre encore comme au début de l'épisode et comme il fait tout le temps en fait. Sauf que c'est maintenant le fils prodigue, c'est là qu'il revient dans le fond. Et voilà, ça c'est le retour, ça c'est une scène importante. Le retour du fils prodigue, et voilà, il revient chez lui. Sauf que dans Angel, il faut passer par la mort. Le fils prodigue ne se fait pas un gros hug avec son père. Le fils prodigue est allé trop loin dans le monde occulte, dans le monde étranger, loin de son foyer. Il est allé trop loin et il revient transformé. Et du coup, ça va pas du tout se passer. Comme c'est une série un peu nihiliste, un peu pessimiste, il va revenir très changé. D'ailleurs, elle a buté sa sœur, très sympa, Angel. C'est d'ailleurs sa sœur qui l'a baptisée Angel, tuer un ange en ouvrant la porte. C'est dommage qu'on ait pas vu cette scène. Non, mais c'est carrément dommage. Et puis en plus, c'est là qu'il tire son nom. Bah, du coup, oui, alors moi j'aurais bien voulu comprendre pourquoi il l'a tué et effectivement de voir la scène, ça serait mieux passé. Parce que pour moi, il l'a tué parce qu'il rase tout. Enfin, il rase. Il table rase. Non, mais c'est. Il tue toute sa famille. C'est surtout table rase. Pourquoi la petite sœur? C'est le deal. Mais bien sûr, mais ça d'accord, ok, pour l'impact, pour le message. Enfin, pour l'écriture. C'est son ancienne vie, il faut qu'il renaisse. Il fait table rase. C'est un monstre quand même. Il fait table rase du passé. Du passé, fait son table en marbre. Il coupe tous les liens qui le relient à son ancienne vie, à son ancienne famille. Et rappelez-vous, Spike fera pareil. On le voit dans Buffy. Spike avec un épisode crossover énorme, justement, dans la saison 2 de Angel. En tuant sa mère, il fera aussi table rase de son passé, de sa vie humaine. Mais oui, mais Ragor qui bute sa mère, c'est comme Full for Love et Darla. Dans la saison 2. Ouais. Mais enfin, c'était plus justifié pour Spike, c'est ça que je veux dire. Là, la rébellion, elle est pas assez. Et donc Angel ça manque de scène peut-être. Comme peut-être, oui. Comme Darla l'a proposé à Angel, Darla lui a proposé de découvrir le monde. Veux-tu découvrir le monde? C'est la phrase qu'elle lui dit au moment de le transformer. Lui il dit oui. Et donc Angel, il va découvrir le monde. Et en retournant chez son père, ce n'est pas du tout pour arrêter de découvrir le monde, c'est pour aller voir encore plus loin.
et donc il tue son père et il va continuer à voyager et à s'égarer dans cette nouvelle forme de vampire en fait. C'est quand même un peu étrange que le père qu'on voit à l'écran de Kate, qui est censé être un flic retraité un peu bourru, ne se rende pas compte que là c'est un peu la merde. Mais il se fait entuber tout le long de l'épisode en fait. Il est censé être un peu malin quoi, c'est un policier. Mais peut-être pas justement. Il est censé là, être en tant que. Il s'est fait avoir mais il a plus le choix. Et ouais, et puis je sais pas, non ça m'a pas dérangé parce que. L'alcool c'est naufrage. Oui, il a son flingue. Là il a 2 doigts de prendre le flingue. Ça c'est un peu bof. Mais on sait pas encore que c'est des vampires. C'est un plan assez iconique encore du polar, le flingue. Oui, caché dans les tiroirs, mais carrément. Ça frappe à la porte et là par contre la scène devient géniale avec Angel qui va se retrouver coincé. Sandman le point porte. Voilà. Sandman a raison pour le coup, là il est coincé, il va être obligé de regarder impuissant parce qu'il n'est pas invité, on rappelle cette règle. Voilà, il ne peut pas rentrer dans un endroit où... C'est une des meilleures illustrations de cette règle d'ailleurs. Dans lequel il n'a pas été invité. Buffy et Angel réunis. Et surtout vu qu'il a tué son foyer, il en a plus, il peut plus rentrer dans celui des autres parce qu'il a plus de famille, il a plus de racines. Le fait d'avoir tué son foyer et d'être parti de chez son père en 1753 fait que pour l'éternité, Angel ne pourra plus jamais retourner dans le monde des humains. Angel est condamné à être sur le pas de la porte comme il est là, à assister. Sauf si on l'invite. À assister au meurtre du père de Kate. Ouais, ça, il est condamné à rester dans le monde des vampires. Ça montre bien que Angel c'est dramatique. Hein. Les persos ils n'hésitent pas à buter des. Mais c'est ça. C'est une belle utilisation de la règle de l'invitation. Malgré tous ces efforts, tous ces efforts pour faire rédemption, repentance de tous ces délits, de tous ces crimes, et ben voilà, il est condamné à voir le père de Kate mourir et voilà, et Kate déboule et va. Et gros plan. Là il y a un seul gros plan. Il va détester Angel pour ça. Et c'est qu'Angel est. Méprise classique. Mais elle lui dit c'est pas du tout ce que tu crois. Pub, ouais, ça c'est fin. On reprend directement. Sauf que je sais pas si vous avez vu, mais le père de Kate, il est pas du tout mort parce qu'il arrête pas de cligner des yeux. Hein. Ouais, le pauvre. Regardez le père de Kate, il cligne des yeux en permanence. Je pense qu'il est pas mort en fait. Il savait pas, on lui avait pas dit en fait qu'il. On lui avait pas dit qu'il restait plus longtemps était dans le champ. Il a dit non, c'est bon, vas-y. C'est bon, je vais bien. Donc elle rejette Angel après avoir lui fait oui, non, merci. Hop, elle rejette encore, mais c'est de sa faute un peu quand même. Mais c'est pas ce que tu crois, chérie. En fait, Angel il est condamné à faire du mal à tous les gens qui l'entourent, un peu comme Buffy. Ce plan génial, où il se recule dans l'ombre. Il se recule dans l'ombre et on lui revient là où il est. Et puis le fond avec les armes, c'est bon, bah je peux pas faire, du coup, bim, la violence. On lui refuse une nouvelle fois l'entrée dans le monde des humains, il recule vers les ténèbres, et là tout de suite, porte. Ouverture des portes de son arsenal. Et là, il devient Batman. Il s'équipe comme un il s'équipe de ses armes. Il y a souvent ça dans Angel, c'est des scènes assez iconiques. C'est très important le cabinet d'armes et ils les prennent souvent pour avoir de la mission, etc. Et il y avait l'épisode 9 où on lui demande de faire un super héros. Mais oui, l'épisode Hero. L'épisode s'appelle Hero. Qui veut faire une vidéo sur. C'est Doyle qui essaie de jouer avec les codes. C'est Doyle, ouais. Enfin, elle demande à Doyle de le faire. C'est Cordelia un peu, ouais. C'est le teaser de cet épisode est magique parce que c'est une espèce de pub. C'est Cordy qui pitch une pub à Angel et tout. Et dans cette pub, le Dark Avenger. Angel serait le Dark Avenger. Il le dit même face caméra. Il dit I am the Dark Avenger. Et voilà, c'est un épisode magique. Plan Evanescence. C'est le maquillage. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Buffy, Xander, Willow sont des jeunes qui ont conscience du monde du super-héros, ont conscience de ce qu'est un super-héros, et Buffy a conscience d'une super-héroïne, on le répète régulièrement dans nos podcasts. Et là, Angel, eh ben lui non, lui il n'a pas ses codes, lui je vous rappelle il a 250 ans. Angel c'est un autre code, c'est le code du champion. C'est le code du champion. Exactement. Lui il Hercule un peu. C'est ça, il veut bien être héroïque et tout ça, mais il n'a pas tous ces codes de la représentation du super-héros. Il ne sait pas ce que c'est. Exactement. Plan FPS avec un flingue. Alors, ce film Doom avec The Rock, excellent. Il y a 3 quarts d'heure de séquences comme ça. Non, il y a des plans comme ça dans Doom. Oui, une scène de 5 minutes horrible. 5 minutes, c'est ça, ouais. C'est très bon. Okay. Kate tue des vampires avec un pieu. C'est la Buffy fois, de dos, on aurait dit que c'était Buffy. Ouais. Et c'est ça, Kate qui vient de perdre. Le démon arrive, et là elle sait qu'elle va pas faire le bois. Oh, c'est chaud. Qui vient de perdre son père, et on se demande si elle hésite pas à tirer le pain. Dans cette scène où elle va essayer de démonter des démons, est-ce que c'est pas son entrée dans le monde des ténèbres à Kate? C'est la vraie entrée avec Angel qui arrive avec sa hache derrière, ça c'est cool. Voilà, Kate. Il était caché derrière un poteau. Hein. Qui se voilait la face comme un peu tout le monde, qui ne voulait pas voir ce monde occulte. Et ben là, suite au meurtre de son père, entre totalement et va peut-être finalement s'éloigner un peu de l'humanité par ses actes. C'est très clair dans la suite d'Angel, elle s'éloigne complètement. C'est ça. des gens. Mais le démon continue à faire sieste. Je
Je trouve que l'épisode est vraiment mal fait au niveau des méchants. Le en vrai, c'est des il méchants fait prétextes. tuer comme une merde. C'est pas le but de c'est l'épisode. exactement. Ouais. Mais bon, c'est dommage quand même. Ouais, ils auraient pu développer la baston là. C'est plutôt que de mettre des Ferrari au second plan, ils auraient pu mettre plus de budget dans les méchants. C'est un ralenti là, ça commence à devenir n'importe quoi. Ce ralenti était nul. Il jette sa hache, il la rattrape. Ça, c'est l'arme quand même de super-héros de Angel, quoi. Le double Oui, c'est vrai qu'il s'en sert dès le premier épisode. Ouais, c'est un truc, l'arme un peu iconique de Angel au début. Il décapite le monstre, easy. Welcome to the club. Ouais. Moi j'aimais bien. Franchement, moi j'ai bien aimé ce petit moment. Oh, il est badass. Mais est-ce qu'il y a des bastons cool? Ouais, il est badass. Angel, c'est un bon héros. Mais un bon héros des années 90 en fait, badass à l'ancienne. Ouais, il fait des petites blagues en même temps et tout. Un peu d'ailleurs, Highlander peut-être. Même je dirais même Richard Dean Anderson en fait. Ah carrément. De Stargate, qui est un peu pareil. Le héros romantique, tu vois, qui fait d'action blague, qui fait je fais une blague. Mais il fait pas trop de vannes, Angel. Il sait jamais trop quoi dire. Il en fait de plus en plus dans la série au bout d'un moment. On se voit vraiment. Il y a eu un épisode où il est en marionnette. Un des meilleurs épisodes de la série. C'est saison 5. Ouais. Mais Angel se lâche de plus en plus, il fait de plus en plus de blagues là, il est pas encore vraiment chaud. Non, là, la série va vachement évoluer. Pareil, cette histoire de super-héros, ça disparaît après. Ils partent dans un monde parallèle. On en parlait tout à l'heure, un monde héroïque fantasy un peu. Ça s'éloigne vraiment de ces codes du super-héros, du polar. Bah, c'est le code du héros, mais pas du super-héros. Exactement. Retour au flashback. Teaser, hein, c'est bon, vieux Angel. On boit un coup, faut boire un coup, forcément. Pas se laisser abattre. Alors, on n'est pas des bêtes. Hein. Ça va trop vite cet épisode, on n'a pas le temps de tout dire. Ah oui, Darla rejoint Angel après la mort de son père, donc Angel a tué le père, hein. C'était important pour. Et là, on découvre un peu Angelus qui commence à se profiler. Voilà, il est plus à l'aise. Exactement. Ouais, c'est vrai. Il commence à tenir tête. Même niveau du corps, en fait, il bouge un peu mieux. Carrément, ouais, on le sent plus. Bah, il prend plus de charisme, il est pas comme un jeune tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Bah, est-ce qu'il a pécho Darla à ce moment-là? On sait pas. Dans le corps de on sait pas. C'est quand même ça le plus important. On le suppose, en tout cas ça va pas tarder. C'est qu'en tout cas Darla lui explique qu'il souffrira toujours quand il est condamné toute sa vie. Et on voit une porte entrouverte, le monde s'offre à lui. C'est le fardeau d'Angel. Et comme dans Buffy, il souffre pour l'éternité. C'est triste. Darling boy. Et oui. Voilà. À vous. Eh ben non, moi je peux plus à rajouter. Attends, fais voir. Non, c'est assez triste comme ça. Il s'enchaîne avec le cercueil. C'est iconique, c'est cool. Donc le père de Kate est mort et Angel pareil reste encore dans l'ombre, il peut pas aller la réconforter. Donc là c'est celui-ci, on découvre l'ombre d'Angel, on comprend que c'est Angel, c'est un plan subjectif sur Angel qui est en train d'observer Kate sur Kate qui rend hommage à son père sur la tombe. Et moi je sais pas si ça vous rappelle pas le plan de Becoming où Angel observait Buffy de loin dans sa voiture dégueulasse quand il débarquait à Los Angeles justement. Et c'est un peu ça, on a un Angel on lui rappelle sans cesse que les gens desquels il s'approche finiront toujours mal, il leur arriveront des malheurs. Et c'est quelque chose qu'il sait, pourtant. Il fera toujours du mal autour de lui. Et c'est pour ça qu'il essaye d'être le plus solitaire possible. Mais c'est quelque chose qui... D'ailleurs, au tout début de la série, il est tout seul et on le force finalement à rencontrer des gens qui va faire souffrir après. Il est tout seul depuis 50 ans en fait. Depuis l'histoire de l'hôtel, de l'Hyperion, etc. C'est ça. Ouais. Oui, exact. Et c'est ça qui va être récurrent dans la série, c'est que le mec a compris que dès qu'il a des gens autour de lui qui tiennent à lui ou que lui tient à des gens, ils vont lui arriver des malheurs. Mais ça va arriver quoi qu'il fasse et il va leur arriver des bricoles à ces gens. À son temps à s'éloigner. Tout le temps. Bah, il n'est pas de leur monde, simplement. Condamné à être hors du monde des humains. Malgré son âme, c'est... À être derrière la porte. Exactement. À ne pas pouvoir rentrer. On est très systématique porte. Rester sur le pas de la porte. On est d'accord. Exactement. Conclusion, parlons de l'épisode en soi. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode quand même. Ça expose bien les codes de la série qui sont le polar fantastique. Le héros sombre qui est en fait un monstre à l'intérieur qui du coup crée des problèmes autour de lui. Mais qui essaye. Mais il essaye. La rédemption. Le monstre gentil. Hein. Casimir. Et des très bons flashbacks qui sont le vrai atout de l'épisode qui montrent que Angel est né d'une tragédie. Avec il tue son père et sa famille. Il en avait besoin pour devenir Angel le vampire. Angelus le vampire. Ouais, et on se rend compte que l'idée de mélanger polar et fantastique prend tout son intérêt dans ce personnage de Angel. Parce que, rappelez-vous, dans les films noirs, le personnage du détective était toujours solitaire. Il passait son temps, alors parfois il avait l'aide d'un petit jeune qui l'aidait, ou il avait une histoire, une romance avec une bombasse femme fatale. Mais à la fin, il finissait toujours seul.
Et c'est exactement ce qui se passe pour Angel dans cette série, c'est qu'il est éternellement le solitaire, quoi qu'il arrive, quels que soient les amis qu'il arrive à fédérer autour de sa cause, comme Roger, il finit toujours seul. Et donc c'est pour ça que l'idée de faire de Angel un détective privé est une excellente idée pour ce spin-off. Puis le côté immortel en rajoute en plus par-dessus niveau solitaire, parce que seul lui comprend le poids des années de l'immortalité. Il y a un épisode où Angel il est dans les tranchées, quoi. Il fait après la dernière. Non, il y a un épisode avec Angel et Spike en Asie dans un sous-marin. Ah ouais. C'est excellent d'ailleurs. Ou enfin en Spike est pseudo-nazi, Angel travaille. Pareil, ouais. Angel travaille pour les États-Unis. Ces flashbacks, il n'y en a pas eu assez aussi. Alors voilà, il y aurait pu en avoir encore plus. Est-ce qu'il y aurait pas eu plus sur les origines de Angel? C'est ça que j'aurais voulu. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas cette flashback, mais on en voit pas mal dans Angel. Comment Angel est devenu ce qu'il est, je sais pas. Ça m'intéresse. Bah, c'est ce non, mais tu le disais sur l'ensemble de la série. Ouais, tu le disais, Riley, tu parlais de Highlander, et c'est vrai que moi en regardant de la guerre des tranchées là pour le coup, bah oui, mais ça on le voit pas, ouais, ils ont pas assez développé. En regardant Angel, on le voit dans les saisons ensuite, on le voit Angel 1950, 1930, oui, on voit plusieurs flashbacks, mais on s'attend à le voir plein de fois. Dans les Highlander, clairement, Duncan MacLeod, il passe son temps à avoir des flashbacks. Même limite, c'est pas crédible toutes les vies qu'il a vécues à la guerre de Sécession. C'est un peu le caméléon, quoi. Mais c'est ça, et on avait envie de voir ça avec Angel, et c'était peut-être pas assez. C'est vrai qu'on le voit peut-être pas assez, mais en même temps la série était en dos de qualité. C'est pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de flashbacks, moi je trouve. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympathique. Notamment les persos, c'est vrai que là aussi j'ai choisi cet épisode, mais on les voit pas beaucoup, il a pas beaucoup d'entourage, mais c'est aussi une des forces de Angel, c'est qu'il est très entouré. Comme dans Buffy, il a tout un groupe autour de lui, et qui sont énormément développés dans Angel. Déjà rien que voir Cordelia en fait, qu'on voit Cordelia, comme une peste dans Buffy qui est pas très intéressante et qui là devient oula, il devient une déesse carrément. Cordelia n'est pas intéressante dans Buffy. Non mais je dis ça à la va-vite, tu te calmes. Mais je trouve que dans Cordelia elle l'est beaucoup, dans Angel elle l'est beaucoup plus quoi. Puis on fait aussi pour l'instant en première saison Angel, c'est perturbant, on voit encore les méga sharks là. Angel reprend la mythologie de Buffy. Pour l'instant ils vont pas plus loin, ils apportent pas grand chose pour l'instant en plus à l'univers de Joss Whedon, et ça c'est un peu dommage en première saison, alors que pourtant il y a le Wolfram et Hart dont on parle pas dans cet épisode mais dont on parlait déjà dès le premier épisode et dont on reparle à la fin de la première saison, qui est une sorte de Big Bad, on le disait tout à l'heure, global, qui est là sur toutes les saisons, même si après il y a des méchants à chaque saison un petit peu vaguement. Ouais, il y a des épisodes standalone, mais il y a Wolfram et Hart ce sont là global, tout le temps, jusqu'à ce qu'Angel les rejoigne à la fin. Voilà, Angel prend la tête du truc, ça c'est bien vu aussi, ça change tout. Quand Angel devient le chef. Et moi je trouve ça génial, ça permet une évolution vachement grande, qu'il y ait un seul méchant qui les confronté tout le temps. Enfin, c'est vachement plus insidieux, et l'évolution entre les deux et le rapport de force est beaucoup plus lent. Et c'est sur 5 saisons, c'est pas juste une saison et c'est fini, c'est là 5 saisons où le rapport change, quoi, c'est fou. Ce qui est dans cette première saison pas assez exploité, je trouve. C'est vrai. Bah, Wolfram et Hart est nettement pas assez exploité, on le voit ça arrive vraiment que à la fin de la saison, alors que dès le premier pourtant il l'évoque. Mais pour conclure, moi sur cet épisode, je voulais revenir sur. Nous on parlait plus du tout de l'épisode. Voilà, c'est ça, et moi je voulais conclure cet épisode en parlant vraiment de la filiation qui est vraiment au centre de cet épisode, et faire un parallèle avec l'épisode 111, donc 4 épisodes avant, qui s'appelle Somnambuliste, un épisode dans lequel Kate découvre qu'Angel est un vampire. C'est à ce moment-là qu'elle le découvre, et surtout que Angel se retrouve confronté face à une espèce un fils, presque un fils, un vampire qu'il a engendré. Donc c'est le mentor, c'est ça? Exactement, un vampire qui s'appelle Penn, qui est interprété par Jeremy Renner, qu'on connaît maintenant, qu'on a vu dans les Avengers notamment. Et dans cet épisode, Angel joue le rôle du mauvais père, comme dans les flashbacks qu'on vient voir, lui il jouait le fils, mais là, dans l'épisode Somnambuliste, il joue le rôle du mauvais père, qui doit faire face au gouffre qui le sépare de son fils, et il y a aussi une histoire de tuer symboliquement le père, avec une scène finale dans cet épisode où Kate transperce Angel pour tuer finalement Penn qui est derrière, enfin très important, et voilà, et ça dégage une thématique hyper importante dans cette saison 1 et qu'on retrouvera dans toute la série Angel,
qu'on retrouve dans la saison 3 quand il a un fils, du coup, Connor. Exactement, et qu'on retrouve même dans la saison 5 quand ce que tu racontes avec Penn se retrouve avec un autre vampire, ce qui était dans le sous-marin, justement, où je parlais avec les nazis, et qui revient voir Angel comme Penn en fait. Donc ils l'ont fait 2 fois, le même scénario 2 fois de suite. Non, mais c'est ça, le thème de la filiation, de devenir parent, j'en reparlerai c'est hyper marquant dans Angel, plus tard dans cette émission. Le thème de la filiation, d'être parent, de donner son savoir, tout ça, et de pas forcément avoir ce qu'on espérait en retour. Est très important dans cette série et donc du coup est très exploité dans cet épisode, dans Prodigal là qu'on vient de voir, dans Somnambulist et dans d'autres épisodes de la série, comme dans la saison 1 dans I've Got You Under My Skin, qui est juste avant l'épisode sur un enfant qui se révèle être démoniaque, ou Expecting, un épisode où Cordelia tombe enceinte après avoir couché avec un mec. Elle tombe tout le temps enceinte. Juste un soir. Ils ont fait souvent les mêmes scénarios en fait. Mais parce que c'est une thématique récurrente dans la filiation de la série, mais très même important. Filiation en faire du fils d'Angel l'ennemi, c'est une très bonne idée finalement. Bah ouais, que le fils d'Angel soit cette idée qu'il grandisse d'un coup aussi, et voilà, c'était vachement bien ça. Et cette thématique prendra son ampleur avec dans les saisons 3-4 avec Connor, le personnage de Connor. Et il y a aussi filiation, pas seulement père-fils mais frère-frère, parce que vu que Spike et Angel ont pas été, enfin sont un peu frères, et quand il arrive dans la saison 5 c'est vraiment une relation frères ennemis entre guillemets. C'est génial. Et je l'ai pas évoqué, mais on a appris donc que Angel, son prénom c'était Liam. Rappelez-vous, le prénom de Spike c'est William the Bloody. Liam c'est le diminutif de William. Pareil, cette idée de donner le même prénom à Angel et Spike avait le même but, de les rapprocher tous les deux, en faire vraiment 2 frères qui ont plein de points communs. Le vampire qui a une âme, ils ont le même prénom, ils ont une histoire avec Buffy. Leurs sont 2 femmes, une brune, une blonde, qui sont des femmes fortes. Leurs histoires avec Cordelia, avec Drusilla, autant pour moi. Mais voilà, tout est fait pour relier ces 2 personnages, en faire des miroirs, des siamois, je ne sais pas. Un épisode excellent de la première saison. J'ai pensé aussi à celui-là peut-être. Où il y a Spike qui arrive le ring, The Ring il s'appelle. Ouais, la pierre d'Amara. Le gemme d'Amara. Spike vient chercher cette pierre qui Oz a amené, crossover avec Buffy d'ailleurs. Qui a crossover avec Buffy. Il y a Oz qui débarque à Los Angeles crossover léger, hein. Il est dans 2 scènes, Oz, hein, attention. Il sauve la situation à la fin. Oui, bien sûr, mais on voit pas que le moment où dans Buffy où ils attrapent l'anneau. Si, bien sûr. C'est Buffy qui le récupère. C'est bon qu'il y ait une continuité quoi. En fait, c'est Spike qui le trouve et part à la poursuite de l'anneau, donc il arrive dans Angel. Et donc c'est une pierre pour pouvoir rester au soleil et ne pas passer par les égouts. Donc c'est une pierre vachement importante. Qui aurait pu leur sauver la vie des scénaristes. Et Angel, à la fin de l'épisode, il l'a et il la casse. Ouais, c'est dommage. Il veut rester dans la nuit. Ouais. Il cherche un peu la merde quand même. Qu'ils viennent pas se plaindre quand même. Mais du coup, tout à l'heure, juste on parlait de Spike et Angel qui étaient miroirs, et à la fin de la série, c'est poussé à l'extrême parce que vu que Spike est devenu gentil aussi, la prophétie qui concerne Angel pour dire c'est un vampire avec une âme qui va peut-être devenir humain, ça peut être Spike aussi. C'est un peu comme Neville et Harry pour la prophétie dans Harry Potter. Voilà. Là, ah oui, il y a ça, on n'est pas assez calé Harry Potter. Mais c'est un peu la même chose. Les deux est dans une prophétie. En fait, ouais, c'est la prophétie parle dans Harry Potter de un fils, enfin un mec qui a été de la famille tué par le Voldemort, et Neville sa famille a été tuée par Voldemort aussi. Du coup, ça pourrait être Neville ou Harry. Il a une cicatrice aussi. J'ai vu passer ça. À aucun moment on se dit que ce serait Neville. Ils en parlent dans un livre ou dans un bouquin. Hein. Oui, mais il y a Dumbledore, il fait, tu sais, avec Neville ça marche aussi. Et Harry fait, oh bah calme-toi quand même, attends. Il a écrit Harry Potter sur les bouquins. On sait que c'est Harry Potter, c'est ça, on le sait. Les élus sont pas des vrais élus. Et du coup, Angel Spike c'est vachement important. Et il y a un épisode avec un Graal qui essaie de choper tous les deux et ils se battent pour être le vrai héros et tout. Est-ce qu'on a tout dit sur Angel? Est-ce qu'on passe à la rubrique de l'invité, messieurs? On n'aura jamais tout dit sur Angel. J'aurais tout dit, on n'aura jamais tout dit parce que voilà, vu qu'Angel c'est mieux que Buffy, il faudrait faut pas déconner, des podcasts entiers, sur Angel pour comprendre la fine saveur de cette série. Eh ben fais des podcasts sur Angel et on viendra te. Écoutez, je vais faire le spin-off de votre podcast. C'est ça, on viendra t'aider de temps en temps. Allez, passons tout de suite à la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. C'est l'heure de parler de notre invité, Monsieur Stavro. Bonsoir. Nous avons toujours 3 questions à poser à notre invité. C'est vrai.
Ouais. Je suis pas au courant en plus, donc allons-y. Et la première question, c'est quel est ton épisode préféré? De Angel. On parle de Angel ou de Buffy alors? On est dans pourquoi Angel c'est génial. Alors ton épisode préféré dans de les Angel deux, en fait, tu dis mais tu te souviens pas assez de Buffy? Ouais, je me souviens peut-être pas assez de Buffy, donc Buffy, on va la jouer safe, je vais dire l'épisode musical. Voilà. Je suis un mec c'est un comme peu ça. facile, c'est un peu facile. Ok. Mais au moins, je pense que j'ai acheté le CD de la BO de l'épisode musical. Ah ouais, donc ça, t'as c'est le droit. bien, Donc j'ai le droit de le dire. Et Angel, c'est une question vachement compliquée parce que j'en aime tellement. je les aime tellement si fort. Je saurais même pas dire. Ouais, non. Quand tu t'as Marc Lavoine, on t'aime. C'est terminé. Ah, c'est ça, ok. Du coup, j'ai pas du tout réfléchir, donc je vais. C'est pas la première saison en tout cas. Non, ouais, non, c'est pas celui-ci. Mais si j'en trouve un, je vous le dis. Et pour l'instant, je sais pas, je saurais pas en dire un précis. Comment tu as découvert la série et aussi, forcément, on a un podcast sur Buffy à la base, hein, tu le sais. Est-ce que tu as découvert cette série avant ou après Buffy? Voilà, comment s'est fait cette découverte d'Angel ou de Buffy? Buffy, c'est la trilogie du samedi. Ah, c'est M6 quoi. Voilà, j'ai découvert ça comme ça. C'était du coup quand j'étais jeune, c'était Buffy, Charmed, c'était un peu tout dans le même panier. Buffy, Charmed, Stargate. Et donc tu regardais tout ça du coup. Voilà, oui, je regardais tout ça. J'ai été bien Charmed élevé. Aussi, ouais, Charmed aussi, on peut en parler bien sûr, pas de soucis. Non, pas ici. En tout cas, en fait, vous savez quand je parle souvent de la trilogie du samedi, il y a beaucoup de gens qui me disent préférer Charmed à Buffy et ça me révulse. C'est des gens qui n'ont pas compris. Ça me révulse, mais d'une force. Parce que Charmed c'est vraiment nul, du nul. Mais bien sûr, c'est tout moisi. Les actrices sont jolies quoi. Ouais, mais c'est pas bien écrit, c'est jamais bien écrit. C'est mal écrit, ouais. Bref, et du coup, j'ai découvert Buffy comme ça, et Angel, j'ai découvert ça sur TF1 aussi, parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup la télé. Et du coup, je me disais, attends, mais c'est la suite de Buffy, c'est génial et tout. Et après, j'ai dû tout remater quand j'étais plus vieux, donc j'ai commencé par remater tout Buffy. Angel, ouais. Non, j'ai rematé tout Buffy d'abord, et après j'ai maté tout Angel, et j'ai dû mater Angel 3 ou 4 fois quand même. T'as préféré Angel du coup direct? Voilà, j'ai maté une fois tout Buffy. C'est génial. J'ai trouvé, c'était bien. Là, je mate tout Angel, je fais, mais attendez, je vais recommencer. Je vais recommencer. Je préfère pourquoi, Angel. Du coup, tu préfères. Les thématiques de Angel me parlent plus en fait. Buffy, on l'a dit tout à l'heure, c'est du teen drama, et c'est drôle, et c'est un peu pop, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Et Angel, c'est tellement plus insidieux, tellement plus noir, mais pas noir dépressif, noir c'est viscéral un peu, il y a des thèmes vachement glauques quoi qui sont abordés. Sérieux peut-être, non? Et tout à l'heure on en parlait avec Clément en off, il y a une scène de Angel qui est géniale et qui justifie toute la série pour moi. C'est dans la saison 2, Angel prend l'ascenseur pour aller voir les dirigeants de Wolfram and Hart. Sûr, ouais. Il dit bon bah là je vais en finir avec eux. C'est un moment assez glorieux où il a réussi à avoir un anneau spécial pour aller aux enfers et tout. Et là l'ascenseur s'arrête et il revient à Los Angeles. C'est là les enfers. Et Holland Manners, qui est un mec de Wolfram and Hart qu'on a beaucoup vu dans la saison 1 et 2, lui dit bah l'enfer c'est là, c'est pour ça que nous on veut. Et il lui dit nous on veut pas gagner, gagner c'est pour les bouseux. Nous on continue quoi qu'il arrive parce qu'on est dans le cœur des gens. C'est une scène qui a marqué je pense tout le monde. C'est un truc, c'est dans Profit, il y a une réplique qui pareil, où le héros dit que c'est la ville et l'extérieur qui. L'enfer est sur terre, ouais, c'est clairement ça. Il faut essayer d'être de plus en plus haut dans l'enfer en montant dans un building et donc les échelons. Ouais. Mais c'est pour ça que Angel c'est fascinant, c'est toute la série est contenue là-dedans, enfin l'esthétique et les thématiques, c'est ce qui développe tout le temps. Et c'est pour ça que la ville de Los Angeles est vachement bien choisie parce que c'est la grande ville, les dangers, etc. C'est pas une ville fictive comme Sunnydale, c'est une vraie ville aussi, ça c'est un choix. Et il joue là-dessus sur les gens perdus au milieu de ce monde, les gens perdus socialement. Qui veulent devenir acteurs comme Cordelia à Hollywood, il parle d'Hollywood du coup. Le premier épisode c'est un producteur d'Hollywood qui est le vampire, donc voilà. Et Cordelia croit qu'elle va devenir actrice. Donc c'est en fait voilà dans Buffy les obstacles fantastiques sont un peu des métaphores du passage à l'âge adulte. Là c'est juste des métaphores de ce des dangers que tu peux encourir en restant juste toi pour rester toi-même en fait. Et pour ça que le méchant la Wolfram and Hart reste les 5 saisons parce que petit à petit Angel s'en rapproche. Tu vois Weasley dans la saison 3 qui couche avec une meuf de Wolfram and Hart. Tu vois Angel qui devient le patron de Wolfram and Hart. Du coup tu te dis c'est un peu la phrase connue si tu me sais les héros meurent jeunes ou ils vivent assez longtemps pour devenir les méchants quoi, voilà. Et c'est un peu ça Angel, c'est beaucoup plus insidieux dans les thèmes et c'est moins frontal je trouve que Buffy.
Donc c'est moins frontal, ouais. Moi, c'est pour ça que ça me plaît plus. Mais c'est plus dur à regarder du coup. C'est plus dur, en fait c'est plus long du coup, c'est plus lent. Et je pense que la série s'apprécie plus sur la longueur que Buffy, je pense. Et puis, est-ce que ça t'explique aussi, c'est très pessimiste, que ça explique que pour devenir adulte, il faut accepter de se compromettre. Exactement, de se compromettre, de renier les idéaux qu'on avait quand on était un peu jeune. J'y penserai demain au boulot, tu vois. Ça tombe très bien ce que tu dis là. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça me touche plus, parce que moi, c'est voilà, ça me fait peur de grandir et tout. Et du coup, Angel, ça me parle vachement pour ça. Je pense que c'est pour ça que je préfère. Ça donne envie d'être un adulte, ça c'est sûr. C'est pour ça que je préfère Angel à Buffy, parce que Buffy, elle y va en frontal, elle dit bah attendez les gars, on trouve un moyen, on s'en sort, et elle se compromet pas. Angel, ça se passe moins bien. Elle dit fuck, moi la règle, moi je vais la changer la règle. Voilà, Angel il dit la règle, bon bah je vais la changer. Je n'y arrive pas. Je vais faire. Peut-être on va faire pas, et puis ses potes ils crèvent du coup. Donc peut-être on va faire pareil finalement. Donc c'est pour ça que. En fait, c'est même pas une préférence objective, c'est juste ce qui va plus te toucher quand tu regardes la série. Exactement. C'est un univers et des acteurs qui te touchent plus ou pas. Moi, ça me touche plus en l'occurrence. Mais c'est pour ça que ça me semble pas choquant de préférer Angel en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas une baisse de qualité, il y a juste différentes thématiques. Du coup, c'est juste ce avec quoi tu te rapproches le plus, ce à quoi t'es le plus sensible. Ce à quoi t'es le plus sensible. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça le conseil, c'est regarder Angel en fait. C'est juste ça. Et je pense que. Je pense que beaucoup de gens qui aiment pas trop Angel, enfin, je peux me tromper, mais on va me souvenir de la diffusion sur TF1 en regardant. Tu regardes un peu sans suivre. Tu regardes un peu sans suivre. Tu prends un épisode comme ça d'Angel, ça sera pas terrible. C'est vraiment sur la longueur que ça devient bien. C'est un goût acquis, un peu comme le whisky. Et alors, la dernière question qu'on t'a toujours pas posée, on est toujours là, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on était qu'à la deuxième question. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu fais à part regarder Angel ou Buffy? Je joue aux jeux vidéo. Ah, très bien. Tu joues à quel jeu vidéo? Alors le jeu, un peu Angel des jeux vidéo, c'est Dark Souls. Dark Souls Ah là là. Ah oui, d'accord. Dark Souls, c'est mon messie, c'est toute ma vie. On peut en parler des heures. Toute ta vie, carrément? Tu passes ton temps à jouer J'ai raté un de mes mémoires à cause de ça, donc une année d'études. Le jeu est sorti le 12 avril, je devais le rendre le 13 mai, bon je l'ai rendu le 22 juin. Entre temps j'avais fini Dark Souls 2. Voilà. Merci à toi From Software. Sinon je joue à League of Legends, je suis surtombé, c'est une drogue ce truc. Ah ouais. J'étais sobre pendant 2 ans. Pas joué à ça. J'étais sobre pendant 2 ans, parce que j'ai joué 4 ans. League of Legends, ouais. Je me suis attaqué 2 ans, je fais bon c'est bon j'y joue plus. Et là je suis retombé dedans depuis un mois et j'y passe mon temps. Et c'est chaud. Ouais, c'est addictif. Tu joues à Hearthstone? J'ai joué à Hearthstone. Moi aussi un peu, ouais. Je suis pas très bon. Arrêter ça, pareil, c'est addictif aussi. C'est pas très bon, mais je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Moi c'est dur d'être bon aussi. Voilà, faut réfléchir, faut faire des calculs. Je suis pas fort en maths. Voilà. À part ça, tu fais du podcast. Je fais des podcasts, du coup, Fucking Kermesse, c'est un podcast sur la pop culture. On parle de nains, de Bruce Willis, de Power Rangers, de japonais, de sexe au Japon, etc. Enfin, de plein de choses, quoi. De jeux vidéo aussi, d'amour dans les jeux vidéo. D'amour dans le jeu vidéo, la numéro 9. Et aussi je suis aussi dans Universe, du coup, on parle de Doctor Who, un peu comme vous le faites ici. Mais pourquoi Doctor Who c'est génial? C'est presque ça. Ceux qui ils regardent pas l'épisode, vous le regardez juste avant et après vous enregistrez quoi. Même on le regarde chez nous et après on se retrouve, mais vu que la série est encore en activité, c'est un peu plus facile d'en parler. C'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est cool, vous faites un marathon, de podcast où toutes les semaines vous suivez. Toutes les semaines l'épisode sort et après on fait alors vous avez pensé quoi? Et si on parlait un petit peu on s'en fout vous l'avez vu la saison 9, Clément? Ah, ça va peut-être spoiler beaucoup de gens. De Doctor Who là, tu vas parler de la saison? Non, on parle pas de la saison. Je peux juste dire que Peter Capaldi est mon docteur préféré. Ouais. Voilà. Carrément. Ah oui, carrément. Non, il est excellent, il est vraiment génial. Étonnant ton nouveau. J'ai envie de dire que Clara est ma compagne préférée. Ah non. C'est un soleil comme vous avez. C'est facile. Ah ça c'est pas vrai, du tout. Amy est beaucoup mieux. Non mais Clara est quand même géniale. Mais oui, je suis un peu le spécialiste des causes perdues. Je préfère Angel, Capaldi c'est mon préféré. Non, Capaldi, non mais les gens sont unanimes sur Capaldi. Bah ouais, mais les gens ne jurent que par Tennant quand même, tu vois. Bah oui, mais moi Tennant là, il est énorme dans Jessica Jones. Il joue très bien. C'est une autre série, on est d'accord. Ouais, non mais c'est le même acteur. Non mais là ça prouve que c'est un bon acteur. Ouais, et même dans Broadchurch, il était très bon aussi. Et du coup, voilà, les séries, les jeux vidéo, les podcasts, j'écris des trucs. Un jour, j'aimerais être écrivain. Des poèmes. Voilà, comme Guillaume Musso, Amélie Nothomb. C'est nos écrivains préférés. Yann Moix, pilier de la culture française. Voilà. Non, mais son premier roman s'appellera Le Casse-moi, évidemment. Non mais t'écris des poèmes du coup. Oui, ouais. Un pavé dans ta mère, tu disais. .tumblr.com, allez-y, c'est génial. Éditez-moi. On mettra le lien. Éditez-moi. Éditez-moi.com. D'accord. On ira carrément. Quoi d'autre? Mais du coup, ma vie n'est pas très intéressante. Après, je fais de la philosophie à la Sorbonne. Ah oui. J'ai fait un mémoire sur les jeux vidéo. Jouer peut-il te rendre meilleur?
Grande question. Ah. Meilleure licence morale, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Bah, Voilà. après Ghouls and Ghosts, moi je te dis oui, carrément. Ça me rend meilleur. Tu prends GTA en exemple? Non, même pas. J'essaie de m'intéresser. Pas vraiment du jeu, je parle du jeu. du Est-ce que t'es obligé, comme si, en cinéma, par exemple, de choisir 3-4 œuvres et rester. Mais en fait, je parle de Stanley Cavell, beaucoup, vous devez peut-être connaître. C'est un philosophe qui a parlé du cinéma. Il parle de l'expérience du film comme expérience morale, le fait d'aller au cinéma. Enfin, c'est très compliqué. On va pas faire tout le truc, mais. Mais on a le temps. En gros, comment je peux expliquer ça d'ailleurs intelligent? Pas que l'œuvre, mais l'expérience de l'œuvre, c'est ça? C'est en fait être face à un écran de cinéma pour Stanley Cavell, ça te met dans ta position de distance face au monde, parce que t'es toujours dans le cinéma. Pour lui, c'est citation une image mouvante du scepticisme, et du coup, vu que t'es relié au monde que par tes sensations, le cinéma te permet de vivre, voilà, dans la vraie vie, l'expérience que t'as tous les jours, parce que t'es relié à ce qui se passe à l'écran que par tes sensations, que par ta vision, etc. Les gens qui sont avec toi et tout. Et du coup, ça te ton côté spectateur est mis en exergue par le cinéma, et du coup, si tu te rends compte de ta place dans le monde en allant au cinéma, et les films que tu vois t'offrent une solution pour t'en sortir de ce côté, de cette distance inaltérable de ta subjectivité. Et du coup, les Love de Whedon marchent bien là-dedans, parce que souvent ce qu'il proposait face à la distance que tu as au monde en tant que spectateur, soit dans une salle ou dans la vraie vie, c'est le dialogue. Et du coup, vu que c'est basé uniquement sur le dialogue, quasiment Angel, Buffy, etc., ça marche bien. Et Cavell dirait, ça te rend carrément meilleur en tant que personne, du coup. Et du coup, j'ai essayé de voir si ça marchait pour le jeu vidéo ou pas. Et ça marche? Cavell, non. Et du coup, je dirais qu'en fait, le jeu vidéo, parce que c'est ma fin de mon mémoire, ils te rendent pas. Enfin, on sait pas s'ils te rendent meilleur, mais en tout cas, ils en ont les moyens en possible, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, mais. Ils en ont les moyens parce que. C'est un peu chiant. Ouais, et puis après, c'est quoi devenir meilleur et tout? C'est subjectif déjà, mais. Non, mais t'as choisi quelqu'un qui avait une définition du meilleur en quelque sorte. Oui. Du coup, t'as essayé de l'appliquer, ça marche pas du coup. Sur le vidéo, enfin non, parce que c'est pas la même narration, c'est pas le même type d'image. Oui, tout à fait, ouais. Pourtant, ça essaye de s'en rapprocher vachement avec des jeux interactifs. Oui, tu n'es pas David Cage qui veut, ce génie. Oh là là, incroyable. Ne parlez pas ça. Mais... non, mais non, on n'est pas très au jeu vidéo, quoique le Fallout 4, là, j'ai envie de le faire, mais. J'aime pas trop Fallout, donc le 3, il faudrait que tu parles pour ta gaming kermesse de Fallout 3 quand même. Moi j'ai fini Tetris 3 fois. Quand même. T'as fait des coups de la fusée? Ouais, grave. Ah, bah la classe. C'est marrant qu'on parle d'esthétique du cinéma et de Stanley Cavell devant Mega Shark. Mais alors justement, moi je tiens à dire, on dit des choses très intéressantes, mais le film là me fait complètement débrancher. On est en train de regarder une sombre bouse. Horrible. Parce que vous allez en parler, vous allez en parler très bientôt. Prépare, fallait le voir mais oui, du coup fallait le voir au moins 2-3 fois. Passons tout de suite à la rubrique Si t'aimes Angel, tu as aimé ça. It's bollocks, Angel. It's your brand of bollocks from first to last. You can't ever see the big picture. You can't see any picture. I am talking about something primal. Right? Savagery, brutal animal instinct. And that wins out every time with you. You know, the human race has evolved, Spike, into a bunch of namby-pamby, self-analyzing wankers who could never hope to bigger, we're smarter. Of course, there's a thing called teamwork, not to mention the superstitious terror of your pure just aggressors. Want it to be the way you want it to be. It's not about what I want. Sorry. Is this something we should all be discussing? No. It just sounds a little serious. It was mostly theoretical. We were just working out a... Look, if cavemen and astronauts got into a fight, who would win? Oh. You've been yelling at each other for 40 minutes about this. Do the astronauts have weapons? No. Clément, tu voulais nous parler de Mega Shark contre Mega Shark. Tu m'as dit que t'avais adoré ce film, Clément. Et puis tu l'as vu 4 fois de suite. Tu passes en boucle depuis le début du podcast. Effectivement, alors c'est un film de série B, Z versus Z puissance 1000. Z prime. Mega Shark versus Mega Shark. Mais pourquoi on en parle, Clément? Donc Emile Mega... Edwin. Non mais je précise pour que les gens regardent. Mega Shark versus Mega Shark. Mega Shark. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est pour ça que ça tout le sens du film. Faut préciser quoi. Mais non, mais je crois que ça. Il y a un Méga Shark. Je croyais qu'il y avait Mégalodon dans le. Non, contre un Mecha, un Shark robotique. Contre Mega Shark, réalisé par Emile Edwin Smith.
Voilà. C'est un film d'action. C'est sûrement un pseudonyme d'ailleurs. C'est très certainement un pseudonyme, c'est horrible. Voilà, c'est une succession de plans. Surtout avec. Non, mais au bout d'un moment, tu vois, voilà. Pourquoi tu veux me balancer le truc et tu veux pas finir. Alors, pourquoi tu nous en parles, Clément? Parce que figurez-vous que dedans il y a Kate, la flic qu'on a vue dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est comment s'appelle cette actrice? Elisabeth Rome. D'accord. Rome comme qui a fini sa carrière donc en 2014 dans un film de requin. Avec Christopher Judge. Sa carrière. Ah voilà, avec dans Stargate. Sa carrière est loin d'être terminée. Va mieux. J'adore Stargate, on pourra en parler, mais bon, bref. Donc oui, on est d'accord. On a là un film avec des requins géants, qui. Un seul requin, ouais. Et il y en a deux. Il y en a deux et il y a des requins robots. Mais même pas. Depuis tout à l'heure, le film, on le voit. Il se bouffe la gueule. Il y a 4 plans sur le requin. Le requin n'est pas là. C'est juste un titre, le requin. Et donc, ce film est une honte. Et donc, dedans, il y a Elisabeth Rome, donc Kate de Angel, qui est mariée avec Teal'c de Stargate. Et elle a pas tout perdu. Il chasse des requins. Il pilote un requin robot pour défoncer des requins géants. C'est un super film, Clément. C'est quand même malin de combattre le feu par le feu, combattre le requin par le requin. Enfin, tout se tient. Elle est pilote de requins sous-marins. Elle est pilote de requins sous-marins. Oui. Et voilà, lui, il passe son film devant l'ordinateur à essayer de regarder les radars. C'est un petit peu le. À un moment donné, il va faire de la moto quand même. Alors oui, et il en fait bien. Le requin attaque la ville à un moment donné. On vous invite évidemment à regarder ce film entre potes, un peu alcoolisé, on peut le dire. Pas qu'un peu. Pour apprécier le spectacle. Bon alors, enchaînons, j'ai envie de dire enchaînons. Ah oui, s'il que vaut mieux. Est-ce qu'on peut arrêter le film du coup, s'il te plaît? Startman. Non, USS James Stewart. Il va rester jusqu'à USS James Stewart. Tu vois, ils en ont rien à foutre. Alors, tu vois, le requin en train de défoncer un porte-avions. Expliquez aux gens, voilà, il y a un porte-avions qui s'appelle le James Stewart. Et puis lui, c'est censé être le capitaine du porte-avions, James Stewart. Il est pas crédible une seconde. Kate vaut mieux que ça. Kate vaut mieux que ça. Bon alors moi, je vais enchaîner tout de suite avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oh là, on va arrêter. Je vais vous parler d'une série, donc on l'a bien compris dans Angel là, et surtout dans l'épisode qu'on a vu, ça parlait énormément de filiation, de la difficulté d'être un bon parent. Et moi depuis 2 ans, je regarde une série dont je suis fan, une série qui parle justement de ça aussi, de la difficulté d'être parent, et qui s'appelle The Americans. Vous connaissez The Americans ou pas? De nom. C'est Felicity. Angel utilise les codes du fantastique pour parler de plein de choses importantes. Et bien là, The Americans utilise les codes du film d'espionnage pour parler là aussi de films de choses très importantes. Donc c'est l'histoire d'un couple d'espions russes dans les années 80. Philippe et Elisabeth, donc ce sont bien sûr leurs noms américains. Les bons noms russes, ah non. Et donc ils sont interprétés par Kerry Russell. Vous vous rappelez de Kerry Russell? Felicity, la série Felicity qu'on a tous connue dans Mission Impossible 3 aussi. Et dans Mission Impossible 3, l'agent là que Ethan vient sauver au tout. Vous êtes des vrais petits cinéphiles, dis-moi. Un petit peu. Et donc Kerry Russell joue donc la femme et Matthew Rhys joue le mari. Matthew Rhys qu'on a pu voir dans Brothers and Sisters notamment, une série que tout le monde connaît bien. Oui. Donc tous les deux vivent aux États-Unis depuis 20 ans, comme des Américains normaux, alors qu'ils sont nés en URSS, mais dans le plus grand secret. Ils habitent un petit pavillon en banlieue avec leurs 2 enfants fans de Star Wars, normal. On est en 81 quand la série commence. Clément, un des enfants. C'est ça, Clément. Mais la nuit est venue. Ils se déguisent à coups de perruques incroyables et de moustaches et de lunettes improbables. Donc ils se postichent comme des fous et ils font encore une fois. Mais ils font des escapades pour aller faire des missions. Et bien évidemment tout ça sous le nez, au nez et à la barbe, de leur voisin, l'agent Beeman. Ils sont de la CIA. Là ils ont un agent, leur voisin c'est un agent du FBI. Ouais, ça tombe bien. Interprété par Noah Emmerich. Alors ouais, ça c'est le gros what the fuck du premier épisode, mais après ça passe très bien parce que l'agent Beeman est plus ou moins à la recherche de eux en fait, sans savoir que c'est eux. Et tous les soirs ils mangent. On apprend à la fin du premier ça. Oui, enfin on apprend dans l'épisode numéro 1 qui l'agent Beeman emménage en face de chez eux. C'est Dexter. Ça nous dépeint la difficulté de la vie parentale. Quand t'es agent secret russe. Ça doit pas être facile. Faut reconnaître. Et donc, on va aborder à travers cette série les luttes entre l'Est et l'Ouest, entre le capitalisme et le communisme, entre l'athéisme et le christianisme, entre l'endroit d'où l'on vient et l'endroit où on habite. Plein de choses folles qui sont abordées dans cette série. Et tout ça avec des comédiens formidables. Kerry Russell,
magique. Ça s'appelle aussi, je crois, Kerry, j'ai rétréci les gosses. Non une série ça faut couper. qui va avoir l'avantage de vous parler des années 80, de l'espionnage, de ça, mais aussi du rôle de parent, comme j'ai essayé de l'expliquer. Ah d'accord, c'était ça de essayer. Avec des personnages très bien. Il y aura aussi la représentation des grands-parents. On l'a pas évoqué dans l'épisode d'Angel, Bah oui. mais les grands-parents sont importants. La mamie de Angel. Dans ces histoires de filiation. On n'en a pas parlé. Mais dans The Americans, les grands-parents sont présents par l'intermédiaire des chefs. Ils ont des chefs, ces deux espions, interprétés par un vieux en saison 1 et une vieille en saison 2. Et ce vieux et cette vieille sont des symboles des grands-parents. Ils sont le seul lien qui les rattache à leur mère patrie, et en même temps les seuls à qui ils peuvent demander des conseils quand ils sont en galère et tout. Et en même temps, ce sont aussi des gens avec qui ils sont régulièrement en conflit, parce que comme ils sont en train de devenir des parents, ils sont eux-mêmes des parents, ils doivent se démarquer, se défaire de la tutelle de leurs parents à eux. Tout ça est expliqué dans The American par l'intermédiaire de métaphores et de Kerry Russell et de portes et de Kerry Russell. Il y a aussi des micros, il y aura beaucoup de choses à dire sur les micros. Bref, la métaphore du micro. The Americans, c'est génial, on en fera sûrement un hors-série parce qu'il y a énormément de choses à dire. Tu viens pas de le faire Pardon. Excuse-moi. Je suis en train de le préparer. Ah oui, c'est ça. C'était le brouillon. Il va durer 5 heures, je crois. Il faudrait qu'on regarde du coup d'ici là. Et une dernière chose pour vous faire comprendre que regarder The Americans, c'est d'utilité publique, c'est très important. La BO est géniale, ça se passe dans les années 80 comme j'ai dit, et il y a de temps en temps des scènes clippées qui reprennent des morceaux des années 80. Donc on a du Billy Joel, du Phil Collins, du Fleetwood Mac, du The Cure et du Peter Gabriel. Moi je regarderai. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il a dit là, ça sent bon les années 90. Une série FX. Donc on est en saison 3 là. La saison 3 vient de se terminer. Elle reprend en mars. Saison 4 en mars. Et on a très très hâte. Il y a un cliff de malade en fin de saison 3. Série géniale sur la filiation. Qu'est-ce que c'est d'être parent. Et sur l'espionnage. Et avec des acteurs formidables. Je vous laisse la parole. À vous. Si t'aimes Angel, tu vas aimer ça. Quoi d'autre? Que dire après ça? C'est pas facile, hein. J'avoue, c'est pas facile. Parler du comics Hellblazer, vous connaissez? Oui. J'ai ramené. Voilà. T'as une gravure? J'ai une gravure. La règle du jeu. Oh, il est lourd. Hellblazer, donc c'est un comics. C'est un pavé. Oula, c'est très lourd. C'est un menhir. On va vous parler d'un petit menhir. On va vous parler du run de Garth Ennis sur Hellblazer. Donc Hellblazer, c'est un personnage. Non, alors. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi un run? Parce que pardon, moi perso, je sais pas lire. Je sais pas lire. D'un auteur, d'un scénariste sur un personnage, parce que dans les comics, les personnages, chacun leur tour, le personnage reste, mais les auteurs changent. Tu vois, comme dans Doctor Who, par exemple. Mais il faut l'expliquer, je suis désolé, il y a des gens qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est un run. Comme Joss Whedon, par exemple, qui a fait un run sur les X-Men, c'est-à-dire qu'il pendant 2 ans, c'est lui qui a écrit X-Men. Voilà. Donc là, il y a un auteur qui s'appelle Garth Ennis, qui a fait un run. Qui a écrit quelques tomes. Il a écrit une cinquantaine d'épisodes, c'est beaucoup. Du 49 au 81, un truc comme ça, je crois. Voilà, merci messieurs. Du 41, parce que là ça commence du 41. Donc dans ce tome-là, on a du 41 au 56. Bon, ça tu pourras couper, ça n'a aucune importance. Hellblazer, ça raconte quoi? C'est John Constantine, qui est un détective du paranormal, en quelque sorte, de l'occulte, qui est un peu magicien, qui pratique l'exorcisme. Donc je voulais en parler parce que c'est comme Angel, ça joue du côté polar fantastique, c'est de l'urban fantasy, comme on disait tout à l'heure avec Savron. C'est John Constantine, il boit, c'est pas du tout comme Angel, c'est l'opposé total d'Angel en fait. Il est pas lisse, il fume, il boit. Non, c'est pareil ou c'est pas pareil? Non, mais c'est pareil dans le. C'est la même ambiance, c'est pas le même personnage. Exactement, c'est comme si Angel fumait, buvait, était une sorte de. On voit Angel salaud, fumer dans la saison 2 à un moment. Ouais. Ah ouais. Wow. Et donc ouais, c'est assez glauque, hein, mais... Et ça a l'air plus beau. donc John Constantine mène des enquêtes, et dans cette histoire il est confronté à son pire ennemi, hein, c'est le cancer. Il découvre au début, parce qu'il fume tout le temps en fait, il découvre qu'il a le cancer. C'est assez fou parce que là Clément feuillette et on voit un moment où il y a Satan ou un Lucifer qui vient voir Constantine, donc c'est vachement surnaturel, et pourtant une des histoires les plus connues de Constantine, c'est lui qui se bat contre le cancer. Donc ça désamorce tous les enjeux. Exactement, en fait c'est ce qu'a apporté Garth Ennis sur le Constantine, parce que le perso existait déjà avant. C'est qu'il l'a rendu encore plus humain en lui mettant un ennemi imbattable, quoi. Alors que d'habitude il exorcise tous les démons et c'est toujours lui qui s'en sort. Mais
et c'est passionnant ce que tu dis, c'est-à-dire que parce que moi donc je l'ai évoqué là, je ne connais rien du tout aux bandes dessinées. Pour moi, Constantine, c'est ce mec qui se bat contre les forces du mal et qui a un cancer. Ouais. Et tu expliques que ça n'existe pas au départ. Cette idée, le cancer n'existait pas et ça n'existe plus après. C'est ce mec qui l'a inventé. Ouais. Et ce mec est génial, faut le dire. Et donc là, ça commence comme ça et toute l'histoire va raconter comment Constantine... C'est Dangerous Habits, je crois, le nom de l'arc. Dangerous Habits, ouais. Et il va raconter comment il va essayer de lutter contre son cancer, trouver une solution, parce que du coup, il connaît plein de monde dans le monde occulte des forces du mal. Grave. Et il va retourner voir ses potes, parce qu'il en a plus beaucoup, mais il en a encore quelques-uns. Il en a de moins en moins, parce qu'il les laisse souvent mourir. C'est ça, il est assez égoïste comme personnage, mais en même temps très attachant. C'est même parfois cynique, un gros connard. Enfin, il y a des gens, il y a des moments où il dit bon là je peux rien faire, il laisse les gens mourir et puis il s'en va. Exactement, ouais. Mais c'est ça qui en fait un perso radical et en même temps excellent quoi. Voilà, et puis c'est quelqu'un comme Angel de très solitaire, qui est entouré très peu, qui est hanté par les fantômes des gens dont il a causé la mort. Ça fait devenir moitié fou en plus donc. Oui, il devient complètement fou, il est à moitié fou tout le temps. Ouais. Et alors les dessins sont un peu spéciaux, il y a plusieurs dessinateurs, hein, mais faut. C'est vieux en fait quoi. C'est vieux, voilà. Si ça vous dérange pas, allez-y, foncez, c'est très très bon. Moi c'est mon héros de comics préféré, Constantine. Hellblazer du coup. Ouais. Plus fort que Batman, Spider-Man, tout ça, c'est lui, c'est le seul. Et ça existe aussi en film avec Keanu Reeves et en série. Alors le film avec Keanu Reeves, très nul. Il est pas top. Et c'est pas un navet, mais c'est pas un bon film non plus. C'est un film de série B quoi. Ouais. Moi en fait vu que je suis fan du perso, j'aime bien, mais en soi je sais que c'est pas très bon. Et tu préfères la série du coup? Et je préfère la série qui est sortie l'année dernière sur NBC, qui était annulée déjà en fait. Qui était Constantine était joué par Matt Ryan, acteur pas très connu je crois. Voilà. Qui du coup la série s'appelle Constantine et pas Hellblazer. Et dedans il y a un mec de Lost. Le noir avec son gamin, comment il s'appelle? Michael, ouais. Et Michael joue un ange dedans. Un ange? Ah ouais? Ouais. Et il est pas mauvais, Et bref, la série n'a eu que 12 épisodes, elle a eu une seule saison, elle a été annulée après, à mon grand dame. Il y a eu pourtant un ça reprenait bien le comics du coup, ou comment ça se passe? Niveau de l'ambiance est pas mal, il y a des trucs assez ridicules. L'acteur joue bien. En fait, c'est une série à petit budget, ça se voit. Du coup, il s'équite au double. Parfois, les épisodes sont bof et parfois ils sont vachement bien. C'est une série, c'est pour ça que je l'aime bien. Un peu comme Angel ou Buffy, il y a des moments où ça part un peu trop loin, où c'est un peu mal fait. Mais c'est pour ça que je les aime bien ces séries-là. Elles sont attachantes parce que elles sont un peu cheap de temps en temps, un peu kitsch. Et elles en jouent, elles le savent. Constantine, je pense, n'a pas eu le temps de se développer. On n'a pas eu le temps de voir le côté un peu conscient de la série, de ses limites. Angel et Buffy, Angel, il a le cancer dans la série ou pas? Non, mais on le voit même pas fumer parce que aux États-Unis, c'est un peu. Constantine fume pas. On le voit poser. On le voit toutes les cases d'une clope différente. On le voit poser ses clopes, on le voit allumer ses clopes, on le voit pas en train de fumer, tu vois. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique, c'est le CSA quoi. Du coup, ça contredit complètement le. Non, mais la série. Justement, il accuse les cigarettes, c'est dit clairement que c'est le cancer, c'est les clopes. Mais ils sont trop cons pour. C'est son ennemi. Objectivement, la série n'est pas incroyable, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est sympathique si vous aimez bien l'urban fantasy, si vous aimez bien Buffy, Angel. C'est vrai que ça manque un peu de ce côté brio de Buffy et Angel qui sont conscients de leurs limites et qui cassent leur code et tout. Ils le font souvent dans Angel et ils le font souvent dans Buffy. Là ça se prenait peut-être un peu trop au sérieux, mais ça restait cool. Donc il faut regarder. Et regardez aussi Stargate, j'ai pas le temps d'en parler parce que ça fait 1000 ans qu'on parle, mais Stargate c'est génial. Ah ouais? Surtout Tilk. C'est ton surtout j'ai fait un album photo Facebook sur Tilk qui s'appelle Tilk ce héros en prenant des screenshots de mon rematage de Stargate. Je pourrais peut-être vous mettre le lien si vous voulez. Ouais, bien sûr, sur le billet du podcast. Moi j'adorais les gens qui aiment Tilk. Non mais ouais. Mais c'est bien de conclure. Alors par une synthèse. Donc on a terminé. On est d'accord, on a terminé. C'est terminé. C'est la fin. Donc c'est le moment de dire au revoir à tout le monde. C'était bien donc de faire plein de gros bisous à tout le monde. Merci de m'avoir invité, c'était très aimable. C'était un plaisir, monsieur Stavron, de vous avoir. Vous avez de très bons hôtes. Merci, tu es un très bon invité. Il y a des tomates cerises, on s'est pas foutu de sa gueule. Attention, c'est bientôt la fin, donc on encourage tout le monde à aller voir Angel, à aller écouter nos autres podcasts et gros bisous, à très bientôt. Salut. Salut.